Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli 4 professionnels qui nous ont apporté leurs réflexions au sujet de la systémique, des processus et de l'agilité. Tout d'abord, Stéphane Lemercier nous a présenté son expérience à travers la transformation d'Amadeus vers SAFE, modèle d'organisation pour l'adaptation de pratiques agiles à l'échelle de l'entreprise. Ensuite, Jean-François David, Fabrice Schwalm et François Versini nous ont apporté leurs réflexions et leurs expériences autour de la systémique. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette plénière estivale qui va nous proposer une invitation au voyage, dans tous les sens du terme, au pays de la systémique, des processus et de l'agilité. Cette association sous forme de triptyque pourrait sembler assez étonnante aux esprits qui n'y sont pas préparés, mais en fait pas du tout. Car en effet, si on y regarde bien, parmi les 4 principes de l'agilité, quand l'un d'entre eux énonce qu'il convient de privilégier les relations et l'interactivité plutôt que les processus, il s'agit simplement d'affirmer une tendance et non une exclusion de la seconde partie de la proposition. Plus encore, parmi les 10 principes de l'agilité à l'échelle, selon le cadre SAFE, que Stéphane va nous décrire dans quelques minutes, le principe numéro 2 énonce la pensée systémique. Ainsi, donc, nous laisserons le soin dans la seconde partie de cette plénière à 3 des membres du groupe de travail processus et systémique de nous sensibiliser à ce thème de la systémique, d'abord avec les réflexions de l'atelier et les apports par Jean-François David, ensuite les éclairages sur le volet managérial par Fabrice Schwalm, et enfin un retour d'expérience dans le domaine de la santé par François Versini. Après donc que Stéphane Lemercier nous fasse partager l'expérience SAFE chez Amadeus avec la mise en perspective des processus en tant que levier de la pérennité de l'entreprise. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais également remercier Étienne Laverdière qui m'a guidé personnellement dans mon Safe Journey, comme on dit en canadien, et dont les discussions mutuelles pour partager nos visions respectives, lui venant du monde de l'agilité à l'échelle et moi du monde des processus, ont nourri notre vision, nos réflexions et se concrétisent d'une certaine manière aujourd'hui avec le thème de ce jour. Et évidemment, je tenais à remercier Michel Levalot, qui est présent parmi nous aujourd'hui, parmi l'auditoire, grâce à qui nous a facilité l'entrée en relation avec Amadeus, Sandra Bellon et Stéphane Lemercier. Et donc, je vais maintenant laisser Stéphane nous présenter le voyage au pays de SAFE. Avec grand plaisir, merci Bruno. Donc voilà, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu quel était notre voyage à travers notre expérience, à travers le cheminement, à travers la transformation vers Self. Alors, premier petits éléments d'introduction, je voulais juste brièvement vous présenter Amadeus, parce que je ne pense pas que ce soit nécessairement une entreprise qui est connue par le plus grand nombre. Amadeus est une travel technology company, c'est une des grosses compagnies de technologie. Je crois qu'on était dans le top 10 de Forbes en 2019. Le but d'Amadeus, c'est de créer des solutions à travers tout l'écosystème qui touche le voyage, le monde du voyage. Donc, du point de vue d'un voyageur, on va être présent à la fois dans les étapes, je mets les pointers, les étapes d'inspiration, donc comment inspirer quelqu'un à vouloir voyager, où est-ce qu'on va trouver l'information, où est-ce qu'on va pousser l'information, comment l'information est structurée, à la fois sur la partie achat du voyage, quand on va chercher par exemple sur une agence en ligne une destination, une origine destination, on va calculer les différents types d'itinéraires, les différents types de prix, les différentes disponibilités, etc. La partie de réservation, extrêmement classique. La partie de préparation au voyage, donc comment on organise les documents, comment on organise peut-être un taxi qui va vous chercher chez vous, etc. La partie du voyage purement et simplement, donc toute l'infrastructure aéroportuaire par exemple. Et la partie post-trip, comment on va collecter les informations, utiliser les points de loyalty, les points des airlines, etc. Comment est-ce qu'on va capturer le feedback des utilisateurs, etc., qui peuvent potentiellement ensuite nourrir l'espace d'inspiration. Et là, on se retrouve sur toute la partie écosystème du voyageur. Pour vous donner une idée, Amadeus, en 2019, c'était 5,5 milliards de revenus, juste pour situer l'entreprise. C'est une entreprise qui est exclusivement B2B. Aujourd'hui, on travaille avec des entreprises qui, elles, vendent directement du voyage ou font partie de l'industrie du voyage, mais on ne vend pas directement à un client, à un voyageur lui-même. Le type de client d'Amadeus, on va avoir donc tout ce qui est agence de voyage,
Alors, pardonnez-moi sur les anglicismes, parce que je travaille exclusivement en anglais. Donc, toutes les présentations sont en anglais et je risque de faire beaucoup de franglais. Donc, ce n'est pas du tout du snobisme. Et faites-moi signe s'il y a des moments où vous ne comprenez plus les termes que j'utilise. Je ne sais pas dans quel environnement vous travaillez les uns des autres. Donc, nos types de clients, on va avoir des agences de voyage, qu'elles soient en dur ou complètement en ligne, des tours opérateurs, des corporations, c'est-à-dire des agences de voyage qui sont à l'intérieur d'une entreprise. On va avoir évidemment les agences, les compagnies aériennes, les aéroports eux-mêmes, donc comment on va faire pour faire passer les bagages dans l'aéroport, etc., le suivi des bagages, les grandes handlers, c'est-à-dire toutes les opérations au sol de l'aéroport, toute la partie hospitalité, toute l'hôtellerie, le rail, la location de voitures, de mobilité, voitures plus, hein, les assurances et les croisières. Ce sont un petit peu les grosses unités de métiers qu'on a au sein d'Amadeus. On est présent dans 190 marchés, pratiquement tous les pays, à part les pays typiques Afghanistan, Irak, qui sont un petit peu touchy, on va dire. On a aujourd'hui 19 000 employés, on a environ 150 nationalités, on est vraiment basé à travers le monde, sachant qu'on a deux gros centres de développement, un gros qui est basé à Sophia Antipolis à Nice, et un autre qui est basé à Bangalore en Inde, comme beaucoup, j'allais dire. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est notre voyage à travers SAFE, tout le cheminement qu'on a mis en place pour parler de SAFE. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez tous SAFE, donc juste pour quelques mots d'introduction, SAFE, c'est comment on passe de l'agilité, c'est un modèle pour passer de l'agilité à l'échelle. Alors, qu'est-ce que l'agilité de base au niveau d'une équipe? Je reviens à quelque chose de basique. Je ne peux pas vous faire l'Agile Manifesto. Vous avez probablement entendu parler de ça, entendu parler des Scrum Masters. Je voulais juste rappeler un petit peu les fondamentaux de l'approche fondamentale de l'agilité comparée à du waterfall traditionnel. Donc, dans un projet traditionnel, on va prendre rendez-vous avec le client, on va lui dire, par exemple, dans 2 ans, on va fixer le temps, pour tel coût, on va te livrer tel périmètre, tel scope. Et la seule variable d'ajustement qui reste, une fois qu'on a décidé tout ça, ça va être la qualité. C'est ce qu'on fait dans tous les projets depuis que la gestion de projet existe. L'approche agile va consister à pivoter cette pyramide un petit peu différemment, va consister plutôt à dire on va utiliser une période de temps relativement courte, avec un nombre de personnes relativement fixe, ce qui nous permet de mesurer le coût, et on va surtout fixer la qualité. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire, pour tel coût, telle personne, telle qualité, on crée une espèce de mini-usine, hein, une petite équipe qui est capable de fonctionner telle qu'elle. Et donc la variable d'ajustement, ça devient le périmètre. Alors au début, ça a l'air un petit peu contre-intuitif. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'au bout de ce temps qui est une itération ou un sprint en anglais, au bout d'une ou 2 itérations, c'est-à-dire 4 à maximum 6 semaines, on arrive, à partir du moment où l'équipe est stable, on arrive à avoir une vélocité assez stable de l'équipe. On sait, pour 10 items qui vont entrer, on sait exactement combien de temps on va mettre pour les réaliser. Et on arrive très, très, très vite à cette stabilité parce que les gens se connaissent dans l'équipe, ils connaissent leurs points forts, leurs faiblesses, ils connaissent, ils savent qui est bon dans telle ou technologie ou telle zone que les autres maîtrisent un petit peu moins, etc. Ils peuvent s'échanger ces informations et surtout, ils savent sur qui compter. Quand j'ai un problème, je sais qui peut m'aider et qui peut me faire grandir là-dedans. Et une fois qu'on a cette stabilité d'équipe et cette vélocité, en fait, c'est très facile d'écrire une roadmap, d'avoir cette feuille de route qui devient complètement prédictible. On sait que si une équipe est capable de faire 10 en une itération, alors si j'ai 100 de feuilles de route, je sais qu'environ 10 itérations, je vais être capable de la faire. Alors on va faire une feuille de route comme ça et en fait, avec l'agilité, on va être capable de se dire à chaque itération, je peux remettre en question ce qui est prévu par la suite. Je ne me suis pas pieds et poings liés avec un contrat, etc. Je vais faire je vais inclure le client dans mon développement. À chaque itération, je vais lui montrer ce qu'on a fait et je veux son retour.
Typiquement, j'ai fait une interface on-machine, j'ai un bouton qui est en haut à gauche. Si au bout de 2 mois, le client se dit, ben non, finalement, en haut à gauche, ça ne me plaît pas, je le veux en bas à droite, vaut mieux que je change tout de suite plutôt que changer dans 2 ans quand j'aurai livré quelque chose de finalisé. Donc voilà, grosso modo, le changement de philosophique radical entre Safe et le project management, je dirais, à la waterfall, le standard. Et une fois que ça, on sait très bien que ça marche bien au niveau d'une équipe. Ça marche bien au niveau d'une équipe, c'est 7 à 11 personnes, c'est 7 plus ou moins de personnes. 9 plus ou moins de personnes, pardon. Et ça, on a commencé à le mettre en place chez Amadeus à partir d'environ 2009. Donc, c'était des équipes qui étaient volontaires, avec leur management qui était supportif, qui était tout à fait partant pour les laisser faire, qui se disait on va voir ce que ça donne, etc., etc. Et petit à petit, ça s'est répandu. Alors, ça n'a pas été, ça n'a pas eu un effet tache d'huile phénoménal, mais on sent qu'avec les jeunes qui nous rejoignaient, il y avait des nouvelles manières de faire, etc. On sent petit à petit un vent de changement qui est arrivé dans l'entreprise. Et à un moment, on s'est trouvé devant une décision, avec un ensemble d'équipes qui marchaient comme ça, et on s'est dit, est-ce qu'on peut faire marcher un ensemble d'équipes comme ça? Et la question d'après, comment on fait pour faire marcher? Alors, 2-3 équipes, ça va, ils arrivent à se parler, ils arrivent à se coordonner. Comment on fait quand on veut coordonner 10, 20, 50 équipes comme ça? Et là, on commence à entrer dans les problèmes d'agilité à l'échelle. Donc, notre voyage sur la partie agilité à l'échelle, on l'a commencé environ en 2015. On a commencé donc à avoir un ensemble d'équipes qui travaillent en agile. On a essayé de voir comment on pouvait les coordonner. Donc, on s'est basé au début sur le modèle qu'on appelle le modèle Spotify, et Spotify se défend que ce soit un modèle, mais c'est les premiers à avoir publié ça, tout le monde s'est jeté dessus, et on essaie de mettre ça en place, et évidemment, on a fait ça un petit peu à notre sauce, on a créé notre propre modèle, etc. En 2017, on a commencé à créer le programme Enterprise Agility. L'idée derrière ce programme, c'était de fédérer tous les coachs agiles de l'entreprise derrière un seul programme pour pouvoir parler d'une seule voix et pour pouvoir aller tous pousser dans la même direction, quelle que soit l'unité de business dans laquelle on intervenait. Et on s'est rendu compte que le modèle qu'on avait fait, qui était le modèle un petit peu maison, il atteignait une limite. Donc, on s'est retrouvé à la fourche d'un chemin et on s'est demandé, est-ce qu'on continue à investir dans notre propre modèle à nous, qui va nous demander d'investir dans beaucoup plus de formations, beaucoup plus de types de formations différents, il y a des rôles différents, il va falloir les maintenir, etc. C'est un autre métier, ça te prend beaucoup de bande passante. Et pendant qu'on fait ça, on ne peut pas le déployer si on fait cette maintenance, ou on va vers un modèle de l'industrie qui est déjà éprouvé, etc. Est-ce qu'il y en a qui sont éprouvés? Donc en 2018, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait dans l'industrie. Il y avait Safe, Less et un Nexus qui était plus petit. Et on a trouvé beaucoup de résonance avec Safe par rapport à ce qu'on avait dans l'entreprise, par rapport aux problématiques auxquelles on faisait face, par rapport à l'offre. Safe arrive avec une offre de formation déjà complètement faite. C'est une espèce de marque dans l'industrie. Le framework lui-même est gratuit, il est complètement disponible en ligne. Ce sont les formations qui sont payantes. On pouvait aussi se former, nous, pour devenir formateur. Donc, il y avait tout un tas de choses qui étaient pas mal. Donc, fin 2018, on a commencé à faire un premier pilote avec 2 trains. Ce qu'on appelle train, c'est un ensemble d'équipes jusqu'à 125-150 personnes qui vont travailler en SEF, qui vont travailler ensemble. Donc, on appelle ça ART, Agile Release Train, ou des trains, hein, je prends les deux. Donc, on a fait ces pilotes qui ont très, très bien marché. Et donc, à partir de 2019, on s'est dit, on lance, on continue à déployer. Et au début, bon, vous savez ce que c'est des programmes de changement, hein, au début, on regarde ça avec circonspection, il n'y a pas forcément un engouement démentiel de la part des gens qui sont haut placés. Et puis, contre toute attente, ça a très bien marché, notamment les premiers endroits qui ont été impactés. Ça a vraiment eu des effets sur le moral des troupes et ensuite sur la partie business elle-même. Et donc après, tout le monde a voulu un petit peu avoir son train. C'est devenu un peu le truc à la mode. Et bon, on est passé d'un extrême à l'autre. Et on essaie d'endiguer un petit peu tout ça, de rationaliser tout ça et de gouverner cette transformation.
Évidemment, comme tout le monde, on a eu la vague de Covid qui est arrivée. Et encore une fois, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? La vague de Covid va nous impacter, nous, dans le voyage, beaucoup plus que les autres. Donc, est-ce qu'on arrête tout ce qu'on a fait ou est-ce qu'on passe la seconde? Est-ce que c'est une opportunité? Et on a vu ça comme une opportunité. On avait tout notre programme Enterprise Agility qui avait été formé pour pouvoir nous-mêmes former nos employés. Et donc, on s'est passé, au début, on s'était appuyé sur des consultants externes pour nous aider. À partir de 2020, on s'est passé entièrement des consultants externes et on a été capable de faire nos propres transformations à l'interne complètement. Et on a vraiment passé la seconde, on a fait une douzaine de trains en 2020. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine, c'est-à-dire soit environ 4400 personnes qui utilisent Safe au quotidien dans notre entreprise. Et en 2020, on a la création du LACE. LACE, c'est un acronyme pour Lean Agile Center of Excellence. C'est un titre un petit peu ronflant pour dire que sous une même bannière, on va mettre tous les gens, tous les acteurs de la transformation, notamment Lean et Lean Agile. On a réussi, beaucoup venaient du programme d'Enterprise Agility. Là, on les a surtout sortis en grande partie des business units, où chacun voyait un petit peu midi à sa porte. Ils bossaient pour leur propre directeur, etc. Donc, il y avait beaucoup de customisation. On commençait à avoir pas mal de divergences. On n'avait plus forcément pas le contrôle, mais on n'était plus assuré que tout le monde allait dans la même direction. Et quand on s'est rendu compte de ça, on a été capable de prendre tous ces coachs, les sortir de cette influence-là, les mettre dans un environnement complètement neutre. Et on a ce fameux LACE, qui est ce groupe de coachs qui est neutre par rapport à toutes ces transformations et qui est aujourd'hui donc la tâche est de déployer les transformations Lean Agile. En particulier aujourd'hui, c'est Safe, mais on sait que dans quelques années, ce sera un framework, etc. Donc, comment transformer l'entreprise? Et on ne s'arrête pas uniquement à la transformation de l'informatique. Hein. Il y a beaucoup d'autres éléments à ce niveau-là. Est-ce que vous avez quelques questions déjà à ce niveau-là de la présentation? Il y en a une première justement qui est dans le chat, donc je vais te la lire, Stéphane. Quelles ont été les difficultés éventuelles avec les responsables chargés en IT de maintenir les systèmes existants, le legacy? Les méthodes agiles ont-elles pu s'appliquer là aussi? Alors, il y a plusieurs réponses un petit peu à ça. Une des choses principales qui est très, très intéressante, c'est qu'on a transformé 50 trains. Il n'y en a pas deux qui ont la même histoire. Et donc, je vais avoir des difficultés pour avoir une réponse un petit peu générique. Sur la dernière transfo que moi j'ai mis en place, on était dans un contexte très particulier où c'était une entreprise qu'on avait rachetée il y a une dizaine d'années, qui avait environ 300 personnes qui étaient là depuis très très longtemps. Et suite au Covid, on a dû faire partir un tiers de notre entreprise. En particulier, les gens qui s'occupaient de tout ce qui était infrastructure. Donc, les développeurs, les ingénieurs ont récupéré toute la gestion de toute la partie infrastructure en serrant les dents, hein, en se disant ça va durer le temps que, et après, quand ça va se détendre, ça va être un petit peu plus facile. Et dans ce contexte-là, un contexte quand même très difficile, il y avait un peu de trauma quand même sur ces gens, ils n'étaient pas très contents de leur quotidien, etc. Donc, ça commençait à durer, il y avait un peu de grogne. En même temps, là-dessus, on a rajouté une transformation agile. Et contre toute attente, ils ont été beaucoup plus... ils ont vraiment acheté la transformation à partir du moment où ils ont pu enlever la partie, les développeurs ont enlevé la partie de support et de faire tourner des opérations. Et ça, finalement, la transformation agile a vraiment permis de reclarifier un petit peu tout ça. Mais en même temps, au cœur de la transformation agile, on va mettre en place le DevOps. Donc, on veut à tout prix éviter qu'on se soit les développeurs d'un côté et les opérations de l'autre. On veut vraiment créer une espèce de porosité entre les deux, créer un espace de discussion où le développeur va penser à comment j'opère le code en production et l'opérateur va aussi être partie prenante dans les besoins qui sont exprimés quand on va coder, quand on va écrire l'application. Et dans tout ça, on va avoir tout ce qui est ce qu'on appelle le Continuous Deployment Pipeline. Typiquement, c'est le code, le push to production. On va écrire une ligne de code, on appuie sur un bouton, ça passe dans les tests, etc. C'est déployé en production. Ça, c'est le Graal qu'on souhaite tous atteindre.
Et c'est ce qu'on essaie de construire en même temps, de manière à ce que les développeurs et les opérations soient capables de s'extraire des éléments qui sont le moins intéressant, le plus rébarbatif, le plus répétitif, le plus automatisable, pour vraiment se consacrer à des problèmes beaucoup plus métiers, sur le cœur de métier. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et sinon, deuxième partie de la question, on a un gros centre d'opération qui est basé en Allemagne à côté de Munich, qui est Erding, et on est en train de faire une grosse transformation pour passer de sites qui hostaient tous nos serveurs étaient complètement hostés par nous. On est en train de faire un gros programme de transformation pour les passer sur le cloud. Donc toute cette partie-là, toute la partie infrastructure est complètement intégrée à une transformation qui est en cours en utilisant Safe pour partir pour transformer toutes nos opérations sur un modèle de cloud. Donc c'est un effort au long cours, hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Pour juste donner une petite idée de là où on en est en tant qu'entreprise, voilà, ça c'était un petit peu le plan qu'on avait établi de transformation quand on a démarré fin 2018, début 2019. On a l'impression qu'on est un petit peu en avance. On vise sur les 19 000 personnes d'Amadeus, on vise environ 7 000 personnes qui passent en safe. Donc, on n'a pas vocation à passer tout en safe. Safe n'est absolument pas une fin en soi. Il y a des choses qui marchent très bien en waterfall, en management de projet classique. On ne va pas y toucher. On se rend compte aussi que, comme dans tout projet, il y a des aléas, il y a des changements, etc. Il y a des changements de priorité, il y a des choses qui étaient prioritaires il y a 6 mois, puis d'un seul coup, une nouvelle opportunité sur le marché arrive. Bon, on va reviser un petit peu ce qu'on avait prévu de faire. On va prendre un petit peu 6 mois pour bétonner les choses et on fera la transformation safe après coup, quand on sera prêt à se lancer sur un nouveau marché, par exemple, ce genre de choses. Donc, on sent que les choses peuvent encore évoluer. Mais on sent qu'on est quand même, on a passé une espèce de taille critique, de masse critique de la moitié des gens qu'on devait embarquer. Maintenant, ce qu'on a fait, il faut être très très clair, on ne va pas s'arrêter là. On va quand même on va se retourner pour les aider à s'améliorer. Une des choses qui est fondamentale dans l'approche qu'on a, c'est l'amélioration continue. Donc, on met en place des changements. Il y a des acteurs du changement qui restent en place, qui sont responsables de l'amélioration continue. Mais nous, étant donné qu'on fait partie de ce bureau un petit peu central, ce LACE, notre rôle va être aussi de revisiter, de les aider pour s'assurer qu'ils convergent toujours, s'assurer aussi qu'ils puissent profiter des best practices un petit peu les uns des autres et s'assurer qu'il y ait toujours ce lien, toujours cette huile qui tourne entre les rouages pour que la communication se fasse entre tous les trains qu'on a pu lancer et que si un train a un problème et qu'un autre a résolu, on puisse s'assurer que les choses se passent de la manière la plus intelligente possible, la plus optimale possible. Alors, donc ça, c'est beau sur le papier, mais en réalité, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Et quand on est passé à l'échelle, à chaque fois qu'on passe à l'échelle, on a toujours des écueils qu'on rencontre. Et voilà, grosso modo, les écueils principaux, quand on veut passer vraiment de 1, 2, 3 à 10, 20, 30 équipes qui travaillent ensemble, quels sont les soucis? Donc, le premier, c'est on est en train de parler d'un changement, d'un programme de transformation. Qui dit transformation dit on a besoin d'un sponsorship extrêmement fort du top management. Ça, c'est sine qua non. Si on ne l'a pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'on n'aura pas de buy-in, d'implication des gens sur le terrain. Si le top management ne montre pas le chemin, ne montre pas la vision et le besoin de changement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, naturellement, c'est un changement de culture. Et qui dit changement de culture dit qu'on va avoir besoin de temps pour le mettre en place. Et là où c'est intéressant, c'est que la culture suit toujours les process. Donc, il faut qu'on change les process, on mette de nouveaux process en place. Alors, dans Safe, on appelle ça souvent des cérémonies. Les cérémonies sont les meetings, etc. Et il y a tout un tas de process sous-jacents qui nous permettent de préparer des choses qui font que les choses se déroulent comme on veut le prévoir, justement. La mise en place de tous ces process, de toutes ces cérémonies font que petit à petit, les gens voient midi à leur porte.
ils voient ces cérémonies qui arrivent. Et tout ce changement, de seul coup, devient un non-événement, parce que ça vient, on le fait régulièrement. Et on sait que tous les temps, on a un refinement meeting, tous les temps, on va faire une démo, tous les temps, on fait le planning tous ensemble. Et finalement, les gens en viennent à l'attendre. Et c'est là où on sait qu'on a gagné, parce qu'à ce moment-là, c'est complètement intégré dans la culture. Ils s'attendent à ce que ça se passe comme ça. Et on a complètement changé la manière précédente avec le manager qui allait donner le travail aux équipes, etc. Les équipes sont empowered, sont capables de s'auto-organiser, de planifier leur travail elles-mêmes, de le réaliser, de le montrer à nos business owners, etc., etc. Ça nécessite un changement de mindset, hein. Ça veut dire donc pour les équipes, mettre en place décentraliser la prise de décision, s'appuyer sur beaucoup de confiance, mettre en place de la transparence, horizontale comme verticale. Enfin, horizontale comme verticale, plutôt. Stéphane, on parlera plus loin des chaînes de valeur et des process BPM, mais là, il y a une question sur les processus organisationnels SAFe. Et Oui. comme là, tu en parlais un petit peu, c'est peut-être l'occasion entre les deux de la question, c'est avez-vous modélisé les processus organisationnels SAFe pour piloter cette organisation par les processus? Alors, on n'a pas vraiment eu besoin, en fait, puisque autant pour une entreprise qui ferait régulièrement la même chose, c'est-à-dire un prêt un prêt bancaire, une automobile, etc., avec des processus très répétitifs, on pourrait le faire. Autant nous, on est dans une entreprise qui fait de l'IT et il n'y a pas deux développements qui vont comment dire, se ressembler. Un coup, on va s'appuyer sur l'équipe A, un coup sur l'équipe B, etc. Et on a quand même, sur les 5000 développeurs qu'on doit avoir, il y a un gros plat de spaghettis, on va dire. Donc, c'est très difficile à anticiper. Et Safe a plutôt poussé ça sur les équipes. Elles s'auto-organisent pour planifier et pour gérer leurs dépendances elles-mêmes. Donc, toute cette partie organisationnelle, on s'en est un peu abstrait. Néanmoins, Safe, par rapport à l'organisation standard, propose d'avoir, il y a l'organisation standard qui est matricielle avec le chef, les sous-chefs, les équipes, etc., etc. Safe propose d'avoir une organisation, un network, plutôt un réseau en étoile, qui ne va pas nécessairement coller à l'organisation pyramidale qu'on a. L'organisation pyramidale, elle va créer des silos. Alors, par exemple, on va avoir un silo qui va s'occuper de la data, un silo qui va s'occuper du shopping, un silo qui va s'occuper des réservations, un silo qui va s'occuper de comment faire des tickets, comment émettre des tickets, la vie du ticket, etc. Mais quand on va vouloir livrer une solution à quelqu'un, la chaîne de valeur va traverser tous ces silos. Et donc, on est obligé à ce moment-là de prendre des gens d'un peu tous les silos et de créer une équipe virtuelle qui n'est pas adossée à l'organisation. Et c'est pour ça que Safe propose cette organisation un petit peu virtuelle, qui va être nécessairement difficile à modéliser, puisqu'il n'y a pas deux endroits où on va avoir les mêmes besoins. Voilà. Donc, je reviens à mes challenges. Donc, le troisième type de challenge auquel on s'est frotté, c'était tous les rôles un petit peu qu'on a rajoutés. Donc ça, c'est surtout quand on avait créé notre propre modèle, où c'était un petit peu difficile pour le management de lâcher d'un seul coup le contrôle, de faire aveuglément confiance à tous les développeurs, hein. Tous les ingénieurs qu'on a recrutés pour leur grand cerveau, d'un seul coup, on ne peut plus leur faire confiance. Qu'est-ce qui se passe? C'est la perte de contrôle, l'illusion de la perte de contrôle. Donc, à ce moment-là, on a mis en place des espèces de tribe leaders, un petit peu, qui, grosso modo, étaient les senior managers qui étaient en place. C'était un peu des super-héros, hein. Ils prenaient tout, ils avaient toutes les casquettes. Ils géraient le périmètre, ils géraient la stratégie, ils géraient les ressources, ils géraient toute la partie, une partie de la partie commerciale. Bon, au final, c'est une personne qui a s'il y a un problème, c'était la personne que les directeurs allaient voir. Pas un rôle très très facile, c'est quelqu'un qui devient de toute façon à ce moment-là inaccessible et qui devient un single point of failure. Donc on sentait que dans notre modèle, ça n'allait pas. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, il va être aligné, il va être assisté d'une armée de PMO, de project managers qui font du reporting, qui gèrent des KPI. Ah voilà, ça, des métriques, des vanity KPI.
qui donnent une illusion de contrôle, on en a eu beaucoup. Et c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Alors au début, peut-être qu'il faut y aller pour pouvoir avoir l'accord des sponsors, etc. Mais assez rapidement, on va avoir tendance à en sortir parce que ce sont des coûts qui n'ont pas vraiment lieu d'être dans un modèle safe qui va marcher en fait. Ensuite, le challenge, c'est la consistance, donc l'harmonisation des pratiques. Comme je disais, chaque business unit avait tendance à faire des choses un petit peu dans son coin et à complètement customiser le modèle. Et il y a un moment où ça ne marchait plus. Il y a un moment où, même avec toute la meilleure volonté, si on laisse des gens partir trop tout seuls dans un coin, ils vont faire des choses qui ne vont pas forcément aller dans le sens du bien commun. C'est la balance entre l'équilibre entre local et global optimum. Donc, il y avait cette consistance à garder en place. Un autre petit piège qu'on a très régulièrement vu, c'était quand on arrive pour essayer de mettre en place une transformation, on a des directeurs qui nous disent « Ah oui, mais ça me plaît dans le framework, mais ça me plaît pas, ça, j'en ai pas besoin. » Un petit peu comme si on disait « Ah oui, mais j'adore cette voiture, j'adore ce V8, c'est magnifique. Par contre, hier, j'ai vu une moto qui allait très vite, elle avait que 2 roues, donc sur la voiture, j'ai besoin que de 2 roues. » Ça ne marche pas. On a choisi un framework qui est un ensemble de best practices qui sont complètement intégrées les unes aux autres. Si on commence à faire du cherry picking, à décider je prends celui-ci, je prends celui-là, on va être sur un modèle bancal qui ne va pas pouvoir marcher, qui va forcément laisser des trous dans la raquette. Donc c'est quelque chose que nos dirigeants ont l'habitude de faire, parce que ce sont pas des gens qui dirigent, ils ont l'habitude d'aller to the point, ils ne sont pas là par hasard. Néanmoins, sur ces pratiques-là, il fallait vraiment faire preuve de beaucoup de diplomatie et d'enseignement pour leur faire comprendre comment tout est intégré. Et si jamais on enlève tel élément, voici la partie de l'édifice, voici comment l'édifice peut s'écrouler. Parce qu'on aura ce trou qu'on n'avait pas vu initialement. C'est peut-être dans un point aveugle de l'œil, mais néanmoins, il est là. Et c'est notre rôle, nous, en tant que consultants, coach interne, d'aller les aider à bien percevoir la valeur totale du framework. Et le dernier point, c'est les motivations d'équipe. Donc, les motivations d'équipe, ce sont des choses. Évidemment, c'est sine qua non pour un changement, mais pour motiver une équipe, non seulement ça dépend du contexte, mais ça dépend aussi de tous les leaders. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur toute l'échelle de leaders. Donc, sur la pyramide, le manager, le top management, les senior managers, le middle management, etc., il faut qu'on aille les voir, il faut qu'on aille les former, et même si possible un petit peu en avance de phase, parce qu'il ne faut pas que ce soit des détracteurs, il faut qu'ils soient intégrés à cette transformation. Et il faut qu'ils comprennent quelle est la vision du changement. On ne peut pas aller les voir simplement en disant « ton sponsor dit qu'il faut que tu changes ». Il faut créer cette vision. Pourquoi je veux changer? Pourquoi je veux aller plus loin? Où est-ce qu'on va aller tous ensemble? Il y a 2 éléments vraiment à créer, c'est le besoin de changement aujourd'hui, quelle est la burning platform, et où est-ce qu'on veut aller demain? Pourquoi demain ça sera mieux? Quelle est la vision? Et quand on l'a à tous les étages, et quand chaque leader est capable d'en parler à ses équipes, alors à ce moment-là, on a un message très fort, message vraiment au niveau de l'entreprise qui permet à tout le monde de s'y reconnaître. Et c'est un changement culturel, hein. C'est la répétition qui fait que ça infuse petit à petit dans l'esprit des gens. Donc ces leaders ont besoin non seulement de support le message, non seulement de dire oui, je prends ce message, ils ont besoin de l'incarner, ils ont besoin de le porter, ils ont besoin de le répéter. C'est en le répétant et en le faisant leur, que les équipes vont y croire et vont pouvoir se motiver à se transformer. Alors, comme on disait, il y a quelques principes de SAFe. Alors, l'idée, c'est que au-delà de pratiques, SAFe est vraiment basé sur un ensemble de principes qui marchent. SAFe va proposer des pratiques. En général, quand on déploie SAFe, on dit « customisez pas tout de suite, prenez-le by the book, utilisez-le by the book pendant 6 mois, hein, et dans 6 mois, vous serez capable de le customiser. Vous pourrez customiser ce que vous voulez. Et pour les customiser, on a ces 10 pratiques, 10 principes, pardon, qui sont des principes assez haut niveau. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler, mais je voulais faire un petit zoom rapide sur 2 d'entre eux, pour vous montrer à quel point la partie process, mais des process très simples, sont au cœur de ce changement.
Ce n'est pas des gros process qu'on va écrire dans un PPM et qu'on va automatiser. Ce sont des petits changements qu'on va avoir au niveau de l'humain, au niveau de l'équipe. Je voulais faire un premier zoom sur le principe 7, c'est appliquer une cadence et synchroniser les domaines. Pourquoi utiliser la cadence? Alors, une équipe qui va travailler en cadence, donc une petite équipe qui va avoir un temps donné avec un ensemble de personnes donné, va nous permettre d'avoir une certaine prédictabilité. Une prédictabilité sur le coût, combien ça coûte de me faire une itération. Je sais exactement, j'ai le nombre de personnes, je sais quel est le temps que ça va passer. Si je dis personne pendant un mois, ça fait 10 mois, voilà, c'est déduit. Ça va me permettre de prédire aussi tous les événements qui vont se passer. Je sais quand on va faire du planning, je sais quand est-ce qu'on va faire une démo, je sais quand est-ce qu'on va faire un refinement, ce genre de choses. Si bien que les équipes ne sont pas prises au dépourvu, on peut le planifier longtemps en avance. Et comme il y a quelque chose d'assez répétitif, ça devient un non-événement. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de ce genre de choses. Ensuite, ça va nous permettre aussi de prédire les temps d'attente. Je sais, aujourd'hui, je travaille dans mon itération, donc on finit ce qu'on a commencé, toujours, mais je sais que la prochaine fenêtre pour pouvoir faire entrer quelque chose dans mon équipe, c'est dans maximum 3 semaines, par exemple. Maximum 3 semaines. Peut-être c'est demain, peut-être c'est dans 3 semaines, s'ils ont commencé leur itération aujourd'hui. Donc, je sais beaucoup plus prédire quand est-ce que je peux changer le roadmap, quand est-ce que je peux faire entrer de nouvelles choses, combien ça va me coûter. Donc ça marche très bien au niveau d'une équipe. Maintenant, au niveau de plusieurs équipes, on se rend compte que si toutes les équipes itèrent, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on voit comme problème sur ce schéma-là, toutes les équipes qui itèrent, à votre avis? Il n'y a pas de coordination? Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, je gratte. Pourquoi la coordination? Pourquoi est-ce qu'il faut de la coordination à ce niveau-là? Pour être sûr que ce soit les projets ont des liens entre eux, il faut s'assurer que ça marche ensemble et qu'il y a des chemins critiques qui sont respectés ou des interdépendances qui sont respectées. Et s'il y en a un qui change, il faut que l'autre sache qu'il est le premier à changer. Et sinon, vous disiez, il y a des bonnes pratiques, des choses à partager. Ouais. Plus potentiellement, si j'ai un projet qui a besoin des composants A, B et C, il y a un moment, il va falloir que je les intègre. Oui. Or là, le premier point d'intégration, on voit qu'entre B et C, il est là. A et B, il est là. Si je veux intégrer C, il faut que j'attende ce moment-là. C'est pas très lisible. Il y a des temps d'attente qui arrivent, c'est pas du tout ligne. Donc on se rend compte que la cadence sans une synchronisation n'est pas suffisante. Parce que là, chaque équipe itère, mais ce n'est pas le système ensemble qui itère, c'est chaque équipe individuellement. Il n'y a pas de point de synchronisation, tout simplement. Donc les problèmes, on va les voir très tard, ça crée tout un tas de problèmes. À quel moment je peux parler entre équipes, je peux planifier entre équipes, c'est très difficile, comme tu le disais, pour les dépendances, etc. Donc ce qu'on va proposer à ce moment-là, c'est un système qui va être cadencé et synchronisé. À ce moment-là, le système, en tant que tel, il itère. Donc, toutes les équipes sont capables de faire un système démo à la fin de leurs itérations. Alors, au début, on s'entend, ça peut être une itération de 2, 3 ou 4 semaines, on décide, on fait tous ensemble une itération de la même durée, on commence tous en même temps, on finit tous en même temps, on planifie tous en même temps. Donc, dans Safe, on va prévoir, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une itération de 3 semaines, et au bout de 3 itérations, on va s'arrêter, on va faire une démo générique, on va faire un récap de tout ce qu'on a livré, et on va le montrer à notre client, à nos business owners. Et on va montrer ce sur quoi on s'était communiqué, voici ce qu'on s'est engagé là-dessus, voici ce qu'on vous a livré. Est-ce que ça correspond ou pas? Donc, on fait un retour avec le business owner. Et là, il nous dit oui, non, etc. Puis, potentiellement, à n'importe quel moment, n'importe quel système démo peut me dire « Ah, bah, vous m'avez montré ça, mais maintenant que je le vois, c'est plus exactement ce dont j'ai besoin. Mes besoins ont changé. » Donc, comment est-ce qu'on peut influer sur la roadmap qui suit? Voilà. Dès la nouvelle planification, dès la nouvelle itération, on peut influer. Le client peut arriver et changer les choses. Donc, cette synchronisation, elle permet de mettre en place toutes les cérémonies qui sont cross-team
qui permettent à la fois de prendre des décisions sur le scope à prendre, des décisions sur est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il y a des changements de design, des changements de scope. Ça nous permet de faire des points d'intégration de tout ce qui est livré par les équipes. On permet d'avoir du feedback du client, etc. Maintenant, Maintenant parlons d'un autre principe, le principe 5. C'est on va baser les milestones sur j'essaie de le traduire en même temps, l'évaluation de systèmes qui marchent. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'habitude, qu'est-ce qu'on sait sur les phase gates, le système de phase gate? Pourquoi est-ce qu'on a des milestones dans un projet traditionnel? Je n'ai pas la réponse, hein. J'attends que vous me donniez la réponse. À quoi servent les milestones dans un projet traditionnel? À mesurer le progrès. Ouais. Pas forcément seulement. À quoi d'autre? À planifier, à gérer le planning, quoi, pour gérer la fin. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on met des milestones à ces moments précis? Parce du coup, on valide justement les critères et pour vérifier. Comme en fait, on attend la fin pour montrer aux gens ce que ça va donner, il faut qu'en amont, on ait validé tous les critères, les hypothèses de base, en fait. Parce que Voilà. tout ce qui est requirement complete, tout ça, c'est des validations des hypothèses. Voilà, tout à fait. Mais ce n'est pas basé nécessairement sur une évaluation de quelque chose qui marche. On se dit, on part sur un projet de 2 ans, et on se dit, bon, grosso modo, on va faire un tiers de code, un tiers de spec, un tiers de code, un tiers de dev. Donc, on devrait avoir, les specs devraient être prêts à peu près à cette date, le code à cette date, le test à cette date, on devrait être capable de livrer en production à cette date. On fait ce rétro-planning et on a ces grosses milestones. Mais en réalité, on sait comment ça se passe dans ce genre de grand projet. Plus le projet est long, d'ailleurs, plus c'est ça, plus il y a des choses qui vont glisser. Et on arrive en général comme ça. Alors, les specs de requirement, il n'y a pas de souci. Le design est parfait. On commence à coder, c'est parfait. On finit de coder, on livre. Et on commence à tester. Et c'est plus exactement ce qu'on avait prévu. Et là, on commence à prendre du retard. Et puis, il y a des choses qu'on avait prévues qui devaient marcher, qui ne marchent plus. Puis le client arrive et puis il veut d'autres choses. Bon, là, c'est un petit peu délicat. Et quand on arrive à ce niveau-là, on est presque à la fin des 2 ans du projet. Donc, c'est très, très tard pour faire des changements. Donc, une des questions qu'on a, que se sont posées des gens qui font du Lean Agile, c'est comment est-ce qu'on pourrait repenser cette manière de poser les milestones sur notre projet, donc de mesurer l'évolution et le progrès qu'on a fait, mais différemment. Comment est-ce qu'on pourrait évaluer plutôt l'outcome, plutôt ce qu'on sort, que du pur document, que du pur spec, que de la pure base de données, etc. Et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour apprendre et pour nous adapter, pour améliorer ce qu'on va faire à l'étape d'après. Et ça, c'est ce que va proposer en fait l'agilité, c'est de découper les choses de manière différente. Quand on va faire un projet IT traditionnel, on va commencer par faire toutes les specs, on va faire les couches de base, on va faire la base de données, on fait toute la partie middleware, après on fait la UI, et après on intègre tout ça. On teste si ça marche ou si ça ne marche pas. Puis, ça ne marche pas, on commence à entrer dans les couches, on refait tout ça. Dans l'agilité, on va dire à chaque itération, on va être capable d'avoir un élément de code, un élément des composants, etc., qu'on puisse livrer à un client et qui va générer de la valeur pour le client, c'est-à-dire qui est utilisable. Or, si je crée uniquement la base de données, ce n'est pas utilisable pour le client. C'est un petit peu comme si je crée les fondations de la maison. Ça ne sert pas, ça ne va pas me permettre de me protéger de la pluie, les fondations de la maison. Donc, une manière de voir ça, une autre manière par rapport à la maison, ça serait plutôt de dire, on va, au lieu de commencer par les fondations, puis la tuyauterie, puis les murs, puis le toit, etc., le toit qui arrive en dernier, on va plutôt livrer, un jour on va livrer la cuisine, mais le toit, des toits aux fondations. Le lendemain, enfin, l'itération d'après, on va livrer la salle de bain. Alors évidemment qu'il y a des interconnexions, évidemment qu'il faut se parler pour être sûr que les interfaces marchent. Et la fois d'après, on va livrer le salon. Et quand j'ai fait la cuisine, on se dit, finalement, la cuisine, je ne la voyais pas comme ça, je préférais avoir une fenêtre là, ce qui me fait penser que pour le salon, je voudrais avoir une prise de courant à tel endroit, il faut la faire passer par la cuisine, etc.
on peut modifier, avant d'écrire le salon, avant de livrer le salon, on peut modifier même les spécifications du salon, les spécifications de ce qui est à venir. On n'a pas à défaire du code qu'on a déjà fait, on va simplement le noter dans les requirements avant de le faire. On va maximiser la quantité de travail qui n'est pas fait. Ça veut dire qu'il faut avoir de base un projet qui soit modulaire. Oui, 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 tout à fait. Ça, je reconnais, ça ne s'applique pas absolument à tout, mais un projet qui soit modulaire. Ça nécessite de couper le projet un petit peu dans l'autre sens. Ce n'est pas toujours facile. Je comprends tout à fait qu'il y a des cas où ce ne soit pas forcément évident ou pas forcément toujours le cas. D'autant plus que dans un projet un petit peu de ce genre-là, une fois qu'on a fait le design, on est obligé de faire le code. Ça nous force à prendre des décisions de design très, très, très en avance. Or, potentiellement, au moment où on va arriver à ce niveau-là, la technologie a changé, les besoins ont changé. On va avoir des problèmes de performance parce qu'on n'avait pas pris on a hésité peut-être sur les décisions à prendre initialement, on n'avait peut-être pas pris les bonnes décisions, on n'était pas sûr, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser l'agilité pour transformer ça? Et l'idée, c'est on repart sur un petit peu notre cadence, notre synchronisation de tout à l'heure. On va utiliser les milestones de chaque fin d'itération pour démontrer ce qu'on a livré au client et apprendre de ça. On va démontrer, là, on va voir, je sais pas, sur la première itération, on aura livré la partie de la cuisine, il y a le frigo. La deuxième itération, on aura livré la partie de la cuisine, il y a le four. Puis on se rend compte qu'il y a des petits problèmes d'intégration, donc on les règle pendant la troisième itération, quand on va livrer le lavabo, etc. Et à la fin, on aura livré, par exemple, toute la cuisine. L'intérêt aussi de faire ça, c'est que si on s'était planté, par exemple, sur le système de gaz, sur la tuyauterie qu'on voulait utiliser pour le gaz, on n'a pas à attendre la fin de la construction de la maison pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, auquel cas il faudra qu'on démonte tout, qu'on change tous les tuyaux de gaz et qu'on remonte tout. Donc, un des avantages, c'est que ça va nous permettre de ne pas se forcer trop tôt dans des décisions de design qui vont nous contraindre et nous garder pieds et poings liés avec. Ça nous permet aussi donc de prendre des décisions de design un peu plus tard, quand on a un peu plus d'informations sur comment ça marche. Comment marche mon système de gaz? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je ne suis pas sûr au début? Donc peut-être que pendant mes itérations, je vais faire des petits tests. Ça peut être un test de performance, ça peut être des tests de rigidité, ça peut être des tests de n'importe quoi. Je peux faire un petit test relativement court avec 2-3 technologies différentes pour évaluer laquelle des 3 est la bonne. Et à ce moment-là, je l'utiliserai, je la mettrai en place, je prendrai la décision de la mettre en place que plus tard, qu'au moment où ça aura du sens. Donc ça nous permet de reporter à plus tard certaines décisions, qui est l'équivalent d'une assurance qui ne coûte rien, et ce qui évite d'avoir de mauvaises surprises plus tard. Et donc, l'idée à ce moment-là, c'est d'utiliser comme milestone le Objective Evaluation of Working System. Donc, on voit un système qui marche, on voit une démonstration du système qui marche, on utilise ça comme milestone régulièrement. Et on intègre directement le client dans la boucle. Et on peut mesurer le progrès, tout à fait. C'est plus spec, code, test, c'est un petit peu de tout à chaque fois. Et on se permet de le changer par la suite. Juste Stéphane, ce que je te propose, il nous reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure avant la deuxième présentation. Oui. Par rapport à ce qu'on avait préparé, je propose qu'on se concentre sur le slide de 20, sur la partie BPM, et le slide 25 à 27 sur les chaînes de valeur. Et on essaie de finir là-dessus. Parfait. Qui étaient les sujets qui étaient plus en appétence, peut-être rapidement la partie corporate function. On avait aussi l'application des autres fonctions, notamment des fonctions corporate, des fonctions transverses, juste pour dire rapidement que la transformation qu'on met en place, ce n'est pas une transformation uniquement de l'IT. On veut vraiment faire une transformation au niveau business, au niveau métier. Donc, on a évidemment toute la partie commerciale qui est énormément impliquée, mais on a aussi toute la partie IT.
La partie IT, ça va être tous les outils qu'on utilise. Alors, Jira, c'est un petit peu le BPM pour les tickets en agile, hein, quelque part. Ça va être tout l'outillage pour faire des OKR, des Objective Key Results. On a toute la partie People and Culture, donc c'est nos HR, People and Culture. Comment est-ce la mise en place de l'agilité va nécessairement changer certaines choses dans la manière dont on gère nos ressources humaines. On va peut-être faire le reward et la performance management de manière différente. On va mettre en place des objectifs collectifs, des objectifs communs, qui ne sont pas juste des objectifs individuels. On va avoir des stratégies de formation qui sont différentes, qui sont plus fortes et qui vont sous-tendre un besoin à des moments beaucoup plus différents que ce qu'on avait jusqu'à présent. On a de nouveaux types de jobs, etc. On va impliquer la finance pour mettre en place des principes de lean budgeting. On va utiliser le légal pour changer les contrats, donc toute la partie avant-vente pour aussi savoir comment vendre les contrats agiles, etc. Donc voilà, c'était pour dire qu'il y a tout un tas d'autres parties prenantes qui font partie de la transformation, bien au-delà du pur développeur. Voilà. SAFe et le business process management. Alors, encore une fois, la nature du travail chez Amadeus, c'est de l'IT et il n'y a pas deux développements qui se ressemblent. Donc, on n'est pas dans une instance où on a un BPM qu'on a complètement changé pour un autre BPM. Par contre, on va faire du value stream mapping, de l'analyse de chaîne de valeur. Ça fait partie de toute la partie lean où les responsables des différents trains sont responsables de modéliser la chaîne de valeur, on va le voir un petit peu plus tard, et comment on va générer la valeur à travers cette chaîne, et où est-ce qu'on a du lead time, où est-ce qu'on a du gaspillage, du waste, et après, comment l'améliorer. Ce n'est pas forcément entrer dans un système, parce que ça peut être des workflows, des chaînes de valeur qui sont un peu ad hoc, qui sont différentes, qui incluent le business, etc. Mais la question, c'est comment va notre valeur va traverser tout ça, et où sont les blocages, comment on peut améliorer ces blocages. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en place avec nos différents RTE, donc c'est les orchestrateurs de nos trains. Et l'autre partie, la partie purement où habite, entre guillemets, le BPM dans ce modèle, c'est au niveau de l'architecture. Donc, à la tête d'un train, on a trois entités différentes. On a un triumvirat qui est basé sur donc, le RTE, Release Train Engineer, grosso modo, c'est l'orchestrateur. C'est le facilitateur, c'est celui qui est garant de l'amélioration continue, des pratiques, des cérémonies, etc. On va avoir le product management, donc qui est garant de toute la partie business, la partie métier, et on a l'architecte qui va être garant de la partie technique. Donc en général, l'architecte va être owner de la plateforme de BPM, et dans cette plateforme de BPM, on va avoir à la fois les business process techniques et les business process métiers que vont utiliser le product management, etc. Donc c'est là où on va avoir aussi, c'est eux qui vont être responsables de tout. Lui, l'architecte dans son architecture runway, qui est responsable de toute la partie de compliance, de security, de risque, etc. Et petit zoom donc maintenant sur la partie chaîne de valeur. Donc quand on fait une transformation à SAFe, on a un ensemble une implementation roadmap, une roadmap, encore une fois, comment on dit en français, hein, une feuille de route. Feuille de route, pardon. Excusez-moi, je franglise beaucoup. Hein. Il y a une feuille de route assez standard que SAFe nous propose. Et voici un petit peu la simplification. On commence avec une évaluation sur place de la business unit. Hein. C'est un ensemble d'interviews. C'est assez peu compliqué, mais ça nous permet de gratter jusqu'à la scientifique moelle. Quel est le problème métier, où sont les problèmes métiers qu'on va pouvoir essayer de résoudre? Est-ce que une transformation SAFe est la meilleure manière? Et si oui, alors on va mettre en place des métriques ou un focus spécial sur ces choses-là. On forme les gens, et la clé, on commence à former juste les quelques managers, les quelques change agents, les gens qui sont au top. Et le début, c'est l'analyse des chaînes de valeur, où on se pose la question: comment est-ce qu'on fait notre business? Comment est-ce qu'on génère la valeur pour le client? Ensuite, c'est l'implémentation, les trainings, et on lance nos trains.
Et donc, le quick focus sur la partie chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur, c'est en général quelque chose de très, très, très simple. On essaie de rester avec des carrettes comme ça, pas des onglets, je sais pas comment on appelle ça. Chevron. Chevrons, merci. Relativement simple, dans lequel on se demande comment est-ce qu'on gère, quelle est la valeur qu'on génère au client, comment on la génère, quel est le déclencheur, quelles sont les étapes qui nous mènent là, et quelle est la valeur qu'on génère pour le client. Donc ça se fait avec quelques stakeholders, quelques parties prenantes qui sont très, très orientées business. Ça va être des entretiens avec eux, on les laisse travailler, on se rassied avec eux, on les challenge un peu, et on a toujours des surprises parce qu'on arrive à creuser la substantifiquement et à se poser des questions et à se réaliser que des fois, il n'y a pas une seule chaîne de valeur, il y en a deux, il y en a trois, il y en a une avec un produit, il y en a une avec des services. Bon, voilà, il y a des choses qui arrivent. Et surtout, en faisant ça, on va se mettre à la place du client. On va se poser la première question, quelle est la valeur pour le client? Et ça nous permet de passer d'un mode project orienté, comme on l'avait auparavant, vers un mode plutôt produit orienté. Quel est le produit qui va générer de la valeur pour le client? Ce n'est pas des projets qui génèrent de la valeur. Alors là, c'est moi qui vais faire un anglicisme. C'est très connu par le concept de From Project to Product, Ouais. qui est le titre en anglais d'un bouquin de Mick Kersten, et dont on recommande tous la lecture, je pense, qui est très, très nourrissant en termes de vision, et notamment Safe a adapté aussi, a repris à son compte certains éléments. Oh, tout à fait. Ouais. Et ils ne s'en cachent pas, ils en font Ah oui, il y a même avec Étienne, on avait même fait lui surtout avait organisé un meet-up avec Mick Kersten et la communauté Safe. Donc, chouette, ça. Ouais. Ça va être super enrichissant. J'avais participé, c'était assez passionnant. Et donc, une fois qu'on a créé cette chaîne de valeur, on la documente sous une forme qui a l'air faussement simple. Faussement simple, mais c'est extrêmement puissant parce que ça permet d'aligner tout le business et aussi la partie R&D sur qui sont nos clients. Quelle est la valeur qu'on leur fournit? Et tout le monde n'est pas toujours d'accord. Hein. Des fois, il y a des conversations assez houleuses et ça permet vraiment d'aligner beaucoup de gens qui travaillent depuis, je sais pas, 10, 15 ans dans le même sillon et qui avaient tendance à voir les choses un petit peu différemment, naturellement. Donc, ça permet de réaligner tout le monde. Et dans Safe en particulier, on va distinguer deux types de chaînes de valeur. Il y a la chaîne de valeur purement business, qu'on appelle Operational Value Stream. Donc, c'est vraiment les étapes métiers qu'on va utiliser. Et les Development Value Stream qui vont être les chaînes de valeur techniques. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on commence à utiliser tous les produits qui sont en dessous, les gens qui sont en dessous, pour essayer de les regrouper, pour essayer d'avoir des chaînes de valeur relativement indépendantes, de manière à pouvoir identifier ou dessiner des entités indépendantes qui seront capables de travailler sans interférer avec les autres. Donc ça fait partie de ça. Peut-être que je vais m'arrêter là alors pour… Oui, ce que je propose, c'est qu'il y avait quelques questions qu'on gardera pour la fin, puisque le sujet suivant est assez lié, qui est lié à la systémique. Et on se rappelle que dans la planche numéro 11 que tu as montré, Stephen, la règle numéro 2, c'était appliquer la pensée systémique. Donc, ce que je propose, c'est de passer la parole maintenant à Jean-François, Fabrice et François, qui vont nous proposer en 3 fois 15 minutes environ leur vision et le partage suite à l'atelier qui a constitué un livrable sur ce sujet. Et on regroupera l'ensemble des questions en fin de séance. Parfait, merci beaucoup. Processus systémique, nous avons une communication à 3 voix. Fabrice Schwalm, François Versinier et moi-même, on va tenter de vous faire passer 2-3 idées issues d'un atelier qui a duré un certain temps et qui est en ligne. Enfin, les réponses sont en ligne sur le site France Processus. Donc, comment ça va se passer? Je vais d'abord vous tenter de vous livrer la synthèse d'un rapport qui est assez épais. Ensuite, Fabrice va vous montrer du passage à l'acte managérial là-dessus. Et ensuite, il y aura vraiment un focus sur un retour de l'expérience systémique dans le domaine de la santé. C'est un peu illusoire de vouloir traiter la systémique en 1 heure. Hein. Avançons. L'idée, c'est de vous sensibiliser, si vous ne l'êtes pas en tant que praticien de la démarche pilote de processus à la systémique. Mais bon, il faut savoir, c'est que systémique peut être vu aujourd'hui comme un espèce de buzzword. Hein, on le voit partout.
prise de conscience du risque climatique et ses dimensions systémiques. Ça donne un peu l'impression qu'on lâche systémique chaque fois qu'il y a un problème tellement complexe qu'on ne peut pas le traiter, genre le risque climatique, etc. Donc on dit systémique, on dit c'est tellement systémique qu'on ne voit pas comment faire, quoi. En gros, c'est souvent utilisé comme ça dans les médias. Hein. Si je prends, je sais pas, la guerre en Ukraine, un choc systémique sur les matières premières, même chose, hein, comment on va traiter tout ça. Et à la fois, Jean-François, est-ce que par hasard, tu pourrais passer en mode diaporama? Je n'y suis pas là. Non, tu es en mode navigation par planche. Je sais pas si ça... Je sais pas, je crois qu'il y a un problème technique pour le faire, ça. Alors, si c'est possible, sinon, bon, ça reste lisible. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous êtes en planche là seulement? Oui, on est en mode planche et pas en mode diaporama. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut gagner quelques centimètres d'écran. En fait, je fais un essai en une seconde. Hein. excusez-moi, J'arrête mon partage. en bas à droite de l'écran, il y a le zoom. Comment? Et juste à gauche du zoom, le premier icône, c'est le mode diaporama. En bas à droite de. Non, mais je connais le mode diaporama, c'est pas le problème. C'est Zoom lui-même qui n'a. Moi, je me vois en mode diaporama, mais Zoom ne le voit pas. D'accord. Zoom ne l'exécute pas. Attendez, j'essaye de retenter le partage directement, d'abord en mode diapo. Donc, systémique à buzzword, donc je répète, on met systémique à toutes les sauces quand il y a un problème tellement complexe qu'on ne sait pas le traiter. Et puis, quand on regarde un peu ce qui se raconte dans nos métiers, hein, consulting, etc., il y a pas mal de. Trouvez-moi un cabinet de consultants qui ne mette pas systémique quelque part dans son marketing ou sa plaquette. Hein. Alors, il y en a qui font vraiment de la systémique. Hein. Il y a du diagnostic d'équipe systémique, il y a du coaching systémique, etc. Mais il y a beaucoup. Le mot systémique est présent dans tous les sites de tous les consultants du monde, sans qu'obligatoirement, ça soit la systémique elle-même qui soit en marche. Okay, donc, il faut faire le tri sur le mot lui-même. Okay, parce que si on se focalise sur systémique, et là je rentre dans l'atelier, nous avons étudié tous ces mots-là, qui sont les mots fondamentaux de la systémique. Certains vous parlent, et vous les connaissez, complexité, bon, ça vous parle sans obligatoirement vous envoyer toutes les couleurs, mais rétroaction, ça vous parle, mais si je prends une organisation fractale, le constructivisme, la négantropie, une vision hologrammique de l'entreprise, la rationalité limitée, la variété requise qui dit que, par exemple, un système de management doit être à un niveau de complexité au moins supérieur à la complexité du système qui manage. Des choses dans ce genre-là sont vraiment des vrais apports de la systémique. Et la systémique, c'est vraiment une culture qui a besoin, sur laquelle il faut approfondir. On ne peut pas rester à la surface. Il ne suffit pas de se décréter systémicien pour l'être. Il y a vraiment à approfondir. Et c'était un peu le but de cet atelier, de donner des pièces de ce puzzle et permettre aux gens, et si vous voulez, de comprendre tous ces termes traités dans le rapport. Donc, il y a un groupe de travail qui a été créé en 2019. Le dossier de fond, il est en ligne sur le site, hein, donc vous pouvez le consulter quand vous voulez. Il y a 9 personnes qui étaient le noyau de base, dont certains sont présents aujourd'hui, et puis des gens divers et variés, dont certains étaient tombés dans la systémique quand ils étaient petits et d'autres pas. Mais on a vraiment bien approfondi le sujet, et je vais vous essayer de vous donner les lumières de ce qui a été dit. Rappel la systémique, alors là, bon, c'est une banalité presque pour certains, c'est quoi un système? Il y a quand même des mots-clés, hein. Interaction dynamique des éléments en fonction d'un but. Quand il n'y a pas de but, il n'y a pas de système, ok, dans un environnement complexe. Et ces éléments qui sont en relation entre eux, ok, c'est leur interdépendance, qui est un mot-clé, qui leur assure une certaine autonomie. L'interdépendance leur assure également une certaine cohérence, ok. Et les modifications permettent d'essayer de maintenir une permanence du système. Alors, quand on dit ça, c'est des beaux mots, mais ceci dit, quand on regarde comment ça marche dans le détail pour avoir les fonctions d'autonomie, les fonctions de cohérence et les fonctions de permanence, on se retrouve quelque part au sein de nos métiers. Alors, la systémique est applicable à des tas de zones et permet d'appréhender des tas de choses. Ça a de nombreuses applications pratiques. Par exemple, l'école de Palo Alto, ce n'est pas une école au sens d'une université, etc. C'est une école de pensée. Ça a donné des tas de choses. Ça a donné l'analyse transactionnelle, ça a donné quelque part la PNL, que vous connaissez. Okay,
ça donnait des choses profondes en psychologie. Václavic, qui était un homme de l'école de Palo Alto, il y a quand même une chose dont je vais vous parler, par exemple, la possibilité de comment, quand on a une boucle infernale à l'intérieur, par exemple, d'une relation, que ce soit des relations humaines ou que ce soit une relation organisationnelle, comment trouver des techniques pour éviter que la boucle infernale se répète et arriver à trouver des façons d'en sortir. Et ça, c'est appliqué en psychologie, en thérapie de couple, etc. Et donc, la systémique a des tas d'applications qui ne sont pas strictement organisationnelles, hein, qui sont également dans d'autres domaines que l'organisation. Donc, c'est quoi, au fond? C'est un état d'esprit, un mode de pensée qui s'oblige à être fractal. Alors, fractal, ça veut dire que les petits bouts sont quelque part la représentation du tout. Il faut être à la fois global et analytique, c'est-à-dire que ça oblige à faire un peu l'hélicoptère entre le global et le précis. Okay, donc, enfin, ceux qui connaissent les fractales, qui est un sujet mathématique presque, savent ce dont je parle. Okay. Dialogique. Alors là, au centre de ça, il y a Edgar Morin, si on peut dire, hein, qui est un des gourous toujours vivants à ses 100 et quelques années de la systémique, et qui d'ailleurs, ceux qui ont l'occasion de suivre un MOOC qui est fait que j'ai suivi, hein, qui a lieu à, c'est pas le SCP, c'est enfin, il y a un MOOC sur la systémique dont il est directeur de recherche, et lui, son concept, c'est tout relier, y compris les contraires. C'est-à-dire que quand j'ai des choses qui sont des contraires, il faut trouver une façon de les relier. Certains esprits ironiques pourront dire que c'est le en même temps de Macron, d'une certaine façon, c'est prendre des contraires et les relier. Mais l'idée de tout relier est un des principes profonds, et se forcer à relier des choses qui ont l'air antagonistes, c'est un des principes, un des modes de pensée de la systémique. Subjectif, ça c'est un point fort, hein. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on pense, quel que soit ce qu'on modélise, quel que soit ce qu'on fait, eh bien on est dans la boucle. Il ne faut pas croire qu'on est neutre par rapport à ce qui se passe. Et que donc, il y a à la fois un objet qui est observé, mais tout est toujours subjectif parce qu'il y a le regard de l'observateur qui est dedans. Donc il ne faut pas croire à la neutralité des choses, il faut croire qu'une modélisation est neutre. Il y a toujours le regard de l'observateur qui fait que ça, c'est une pensée typiquement systémique. Et puis, il faut comprendre, prendre ensemble. Ça, c'est vraiment un mode de pensée, mais je vais pas vous... il ne s'agit pas de faire de la pédagogie à cette heure-ci, il s'agit de savoir qu'il faut se cultiver un peu là-dessus si on veut avoir une chance de penser systémique. Alors, pour revenir au fond des choses, hein, Descartes pensait par exemple que les choses, pour qu'elles soient vraies, pour qu'elles soient scientifiques d'une certaine façon, il faut qu'au bout d'un certain temps, il faut qu'elles apparaissent comme évidentes pour tous. Quand j'ai un problème très complexe ou très compliqué, l'idée de Descartes, c'était de dire il faut plutôt c'est trop compliqué, donc il faut le couper en petits bouts, il faut essayer de réduire ça pour essayer de traiter des choses qu'on peut traiter, et puis on traitera le tout quand on aura traité l'ensemble des petites parties. Tout ça, c'est écrit tel quel dans le discours de la méthode. Hein. Et dit tel quel aussi, quand il y a un problème, il faut essayer d'analyser les causes. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il faut essayer de savoir pourquoi. Hein. Et puis, on essaye de faire le tour de tout le sujet si on veut atteindre une certaine vérité. Ça, c'est ce qui est écrit dans le discours de la méthode. La systémique, c'est à la fois un complément et l'inverse. L'évidence, elle est la notion de pertinence qui vient se révéler. C'est-à-dire que pertinence dit l'observateur est dans le coup. Et quelle que soit la façon dont vous regardez les problèmes, votre mode de pensée vient jouer dessus. Donc, croyez pas que ce soit neutre, croyez pas que vous atteigniez la vérité. Il y a toujours l'observateur, qu'est-ce qui est réellement vrai là-dedans. Au lieu de réduire, pensez que le tout est à la fois plus et moins que la somme des parties. Ne croyez pas qu'en analysant les parties, vous pourrez savoir ce qu'est le tout. Donc, il faut aller regarder le globalisme. Les causes, c'est bien, sans doute c'est intéressant, mais c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser au but que de s'intéresser aux causes. Quand il y a un phénomène, s'intéresser à qu'est-ce qu'il poursuit, qu'est-ce qu'il cherche, etc., c'est beaucoup plus intéressant que s'intéresser aux causes. Ça, c'est la systémique. Enfin, etc. Donc, il y a des principes de fond qui sont à la fois en opposition et en synergie, parce qu'il faut les deux, bien sûr, en même temps. Toujours en même temps. Voilà. Je peux plaisanter. Ça, c'est la théorie. Mais il faut savoir que la systémique est instrumentale. C'est-à-dire que c'est bien gentil, mais il y a de l'instrumentation. Ça ne sert à rien, tout ça, s'il n'y a pas d'instrumentation. Donc, il me faut des choses dans les poches, il me faut des outils, il me faut un couteau suisse, hein, des couteaux suisses. Donc, il y a des couteaux suisses. Je n'ai pas le temps de tous vous parler, bien sûr. Hein.
Donc, comment on étudie des boucles de rétroaction, comment on sait que les rétroactions sont positives ou négatives, c'est-à-dire qu'elles tentent à maintenir le phénomène tel qu'il est, ok, ou à le faire sortir de ce qu'il est. Ok, ça, c'est des boucles de rétroaction. Les interdépendances, tout est relié. Comment étudier toutes les interdépendances de tout? Je vais en dire un mot de plus. Les approches paradoxales. Hein. Je vous parlais de l'école de Palo Alto. Si je prends un enfant, un exemple, je ne sais pas, moi, il y a un gosse qui crie dans un supermarché, vous êtes les parents, là, il crie, il se roule par terre. Vous pouvez dire, arrête de crier, gna gna gna. Plus vous allez dire ça, plus il va continuer à crier et se rouler par terre. Bon, ben, une approche paradoxale consiste peut-être à lui dire, ben, crie plus fort, on ne t'entend pas. Hein. D'ailleurs, je vais t'aider à crier. Okay. Là, vous créez un phénomène qui a une chance de faire que la boucle qui est en train de se faire a une chance de se rupter parce que vous créez une approche paradoxale. Ça, c'est des techniques. Alors, croyez pas qu'elles ne s'appliquent pas dans l'entreprise. Hein. Ça peut s'appliquer à l'intérieur de l'analyse organisationnelle ou informatique. Bon, le constructivisme, je n'ai pas le temps d'en parler. Puis la notion d'émergence, c'est une chose qui est fort. Hein. C'est-à-dire que quelquefois, des nouvelles organisations peuvent émerger sans qu'il y ait des décisions de personne. Hein. C'est-à-dire que le systémique dit l'émergence, ça existe. Et il peut y avoir des mutations qui se font par pure émergence et sans que personne n'ait décidé ça. Voilà des instrumentations. Et là, on n'a pas le temps de tout zoomer, donc je vous en zoome une ou deux. Bon, si vous regardez l'entreprise, bien sûr, au sens systémique, l'entreprise, elle travaille dans plusieurs tempos. Hein. Elle travaille en mode production. Là, c'est la seconde. Il faut réguler cette production. Il y a des décisions qui viennent arbitrer. Il y a des choses qui se passent mal. Il faut les corriger. Il y a des évaluations. Et puis, ça, là, on est au niveau peut-être de la journée, du mois. Et puis là, on est au niveau de l'année. OK. Et puis là, au niveau annuel, il faut voir quelle transformation profonde il faut faire. Et tout ça, c'est en feedback permanent les uns avec les autres, etc. Voir l'entreprise comme ça permet de faire des analyses qu'on ne ferait pas autrement si on n'a pas la pensée systémique. Un processus est un système. Alors, je voudrais dire un mot quand même sur ça, qui est le centre du sujet. Hein. Bon, bien sûr, un processus, vous savez ce que c'est, il y a des choses entrantes, des choses sortantes, et puis un système opérant. Mais ceci ne marche que si j'ai dessus un système d'information qui extrait, classe, diffuse, mémorise l'information, et un système de décision qui est capable de… Pour ça, c'est typiquement un schéma qui vient de la cybernétique, okay, et qui est un schéma systémique, et qui dit qu'un processus, c'est comme ça qu'il faut le voir, avec à la fois son système opérant, son système d'information et ses systèmes de décision. Et c'est bien sûr son système de pilotage. Donc ça, c'est déjà une première façon de voir qu'un processus est un système. Ça, c'est le moine pour ceux qui connaissent. C'est un système parce qu'un processus poursuit une finalité, comme un système. Il compose des éléments en interaction, comme un système. Ces interactions sont réelles avec l'environnement changeant externe et interne. Les processus sont des sous-systèmes du système entreprise. Et donc, la systémique, les outils de la systémique permettent d'analyser les éléments, leur interaction et faire émerger de façon constructiviste quelquefois la finalité du processus. Donc, c'est une méthode puissante, la systémique, qui permet, appliquée au processus, de réellement revenir au fond des processus, c'est-à-dire c'est quoi la finalité, c'est quoi les interdépendances, comment ça joue, comment tout est interrelié, comment cartographier tout ça, analyser les interactions entre tout et analyser les stratégies d'acteurs, qui est encore un autre truc qu'on avait étudié pendant cet atelier systémique. Alors, ça, c'est un beau schéma juste pour impressionner les foules. En disant, mais là, lisez le rapport hein, lui-même. On a pris un peu tous les concepts de la systémique, comme la notion de finalité, la notion de complexité, la notion de boucle de rétroaction, l'entropie, l'homéostasie, les études Palo Alto, etc. Et puis voir comment les concepts processus, il y avait une synergie avec les concepts processus, sur la finalité, sur la relation processus-fonction, sur la réingénierie, la refonte des processus. Qu'est-ce qui joue sur quoi et à quel moment je peux rameuter la systémique à mon aide lorsque je suis à l'intérieur de domaines processus. Mais là, on ne va pas le traiter à cette heure-ci. C'est traité largement dans le rapport qu'il faut absolument lire à ce point de vue-là. J'en illustre un ou deux, hein, le thème de ces intersections. Hein. Par exemple, le management change, il est obligé de passer de la notion de compliqué à la notion de complexe, de la notion de prévisible à l'imprévisible, de la notion de contrôle à l'innovation. C'est bien explicité
dans le rapport que vous pouvez lire. La finalité d'un processus doit s'accorder à la finalité de l'entreprise. Vous savez ça par cœur, bien sûr, mais c'est quand même typiquement une pensée systémique. La clé de la performance organisationnelle réside dans la capacité des acteurs à accorder leur système de représentation. Bon, ça, c'est un truc qui n'est pas obligatoirement bien traité lorsqu'on est pilote de processus, parce que c'est un problème d'une certaine épaisseur. Okay. L'amélioration continue passe par la capacité du système à harmoniser, à fluidifier ces systèmes de régulation, notamment informels. Alors ça aussi, c'est oublié souvent lorsqu'on fait une étude non systémique et qu'on est trop mécaniste dans les approches processus. La régulation n'est efficace que si le système de pilotage-contrôle est aussi complexe, aussi sophistiqué que le système à réguler. Donc ça, c'est la loi d'Ashby et c'est quelque chose qui est assez fort et qui a des tas de conséquences sur que doit être le système de régulation et de pilotage des processus. L'équilibre, il faut trouver un équilibre dynamique instable entre des boucles ago-antagonistes. Ça veut dire quoi, ago-antagoniste? Ago, ça veut dire des gens qui ont la même pensée, qui partagent. On est dans la même entreprise, donc obligatoirement dans les mêmes buts. Donc, c'est les mêmes buts, mais en même temps, ils sont antagonistes. Les silos sont en opposition avec les processus. Donc, en même temps, ils partagent et en même temps, ils sont antagonistes. Comment arriver à trouver les équilibres? Ça, c'est encore une pensée de la systémique. La mise en place d'un nouveau processus s'accompagne de mécanismes de régulation informels développés de façon autonome par les acteurs. Alors là, c'est puissant. Hein. Si vous creusez ça, vous voyez qu'il y a des choses à faire. Hein. Par des approches souvent paradoxales, comment casser des boucles de résistance au changement? Donc, quand vous avez une boucle bien installée qui fait que ça résiste au changement, comment trouver des approches paradoxales, c'est-à-dire qui seraient anticulturelles complètement, pour briser ces boucles? Ça, c'est des réflexions partielles. L'ensemble des réflexions, vous les trouverez dans le rapport. Micmac, je n'y passe pas du temps, hein. La plupart d'entre vous connaissent, ça c'est une façon de, quand j'ai des choses en interrelation, comment la gestion des sinistres intervient sur le règlement des sinistres, etc. Les interférences des processus entre eux, okay. Comment les processus interfèrent, changer un processus a un impact sur les autres processus. C'est souvent oublié, hein. Beaucoup de gens font de la philosophie processus en oubliant que tout ça est interrelié et que si on n'étudie pas ça, on est à côté de la question. Ça a été appliqué, entre autres, par exemple, ce genre de technique pour, vous connaissez le modèle EPC d'AFNOR, qui est qu'est-ce que la performance d'un processus? On a trouvé un certain nombre de critères. Le fait qu'il soit aligné, le fait qu'il gère bien ses flux, le fait qu'il soit en veille permanente, le fait qu'il maîtrise bien ses risques, etc. Donc ça, c'est un certain nombre de facteurs auxquels on peut mesurer la performance d'un processus. Bien, ces facteurs ne sont pas indépendants entre eux. Et l'étude de ces interdépendances a permis de déterminer le poids relatif de ces facteurs les uns avec les autres. Si vous réfléchissez à ça, c'est assez puissant. Je vais m'arrêter là. Au fond, c'est quoi un processus efficace? Un processus efficace, il a une logique fonctionnelle, hein. Il est répétable, il est conforme, il offre des produits conformes, il est contrôlé, il y a des indicateurs, etc. Et il a des objectifs spécifiques de son processus qui est atteint. Ça, c'est une vision assez mécaniste du processus. Une vision moderne, c'est une vision d'un processus non pas efficace, mais performant. La performance, ce n'est pas que l'efficacité. Et là, c'est une logique plus organisationnelle. Il faut une interaction fluide entre les acteurs. Il faut satisfaire les besoins des clients. Il faut réguler la génération de valeur, et là, avec tous les problèmes de complexité générés par ça. Et il faut en permanence que à la fois le processus, bien sûr, atteigne ses buts, mais il faut en même temps que l'objectif global des entreprises soit préservé. Voilà un peu une petite synthèse des réflexions que vous trouverez dans le rapport que je vous conseille de lire sur le site. Je passe la parole maintenant sur comment passer à l'acte d'une certaine façon à Fabrice. Je vous ai fait beaucoup de théorie et on passe maintenant à la pratique. À toi, Fabrice. Une belle première immersion en profondeur et je note quand même qu'il y a quelques mots barbares qui ont traversé cette première partie de la présentation. Mais j'espère également que quelques lumières se sont aussi éclairées chez les uns et les autres. Alors, je le sais d'autant plus que ça m'est arrivé il y a 10 ans, à moi-même, lorsque j'ai pris contact avec la systémique en tant que discipline, en tant que telle,
Et pour tout vous dire, mon premier contact avec la systémique, je me souviens avoir été pris de vertige face à tous ces mots un peu barbares et à ces concepts un peu abscons. Alors, prenant le relais de la présentation de Jean-François, pour les 10 prochaines minutes, moi, je vais vous proposer de mettre le projecteur sur la déclinaison managériale de la systémique. Parce qu'au-delà même d'être une discipline scientifique, parce que la systémique est une discipline scientifique, c'est d'abord et avant tout une manière de voir le monde. Et ça a d'énormes implications. Ça a des implications sur nos façons d'appréhender les problèmes, ça a des implications sur nos modes d'interaction avec nos congénères, ça a des interactions sur notre manière d'être même. Bref, ça a des interactions fortes sur le manager que nous sommes ou que nous voulons être. Et donc, j'aimerais commencer mon propos par une petite histoire vécue, et je suis sûr que certains d'entre vous vont se reconnaître dans cette histoire. Et je vous propose de parcourir son texte avec vous. C'est une situation d'entreprise, un manager qui ne parvient pas à obtenir de son équipe le respect des délais de réalisation de l'activité. Alors, les collaborateurs, eux, ils trouvent toujours d'excellentes raisons pour se justifier. Alors, ce manager, il est un peu éclairé, il a fait des cours de MBA et il sait que la coercition dirigiste, ça mène à rien. Donc, il décide d'interroger ses collaborateurs, de recueillir leur feedback, leurs difficultés. Il va mener des interviews, il fait une analyse et il couche ses conclusions dans un rapport, transmet son rapport à son supérieur hiérarchique, il apprécie vraiment beaucoup la pertinence de l'analyse de la situation et ils décident donc tous les deux d'organiser une réunion avec l'équipe. L'objectif de la réunion, c'est de faire prendre conscience aux collaborateurs des causes racines et de mettre en lumière, qui ont été mises en lumière dans le rapport. Alors, la réunion se déroule sous les meilleurs auspices. Mais de proche en proche, les échanges glissent subrepticement et les collaborateurs insistent sur la nécessité de leur donner des moyens supplémentaires parce que s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'il n'y a pas les moyens. Et ils profitent également de l'occasion pour remettre en cause l'incohérence de certaines décisions managériales. Alors là, le manager, il tente de recadrer la situation, il tente d'expliquer, il tente de jouer de persuasion pour convaincre. Alors, ses collaborateurs, ils sont plutôt sympas parce qu'ils reçoivent un message et ils reçoivent plutôt bon accueil. Et ses collaborateurs écoutent. Mais à la fin de la réunion, quel constat à tirer? Quelques semaines après la réunion, eh bien, rien n'a changé et les retards s'accumulent toujours. Alors, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé à ce manager? Et la question que je vous pose à vous, comment vous auriez procédé pour véritablement résoudre cette problématique? Eh bien, moi, je vous propose une proposition de systémicien dans quelques minutes. Soyez un peu patient. En attendant, je vais vous passer quelques diapositives pour vous montrer l'intérêt de la systémique pour le manager. Je pense que vous avez là sous les yeux probablement la diapositive la plus importante de toute cette soirée, de toute cette présentation. Parce que, en effet, selon moi, le plus grand problème de l'homme est qu'il vit dans une fiction permanente. La réalité nous échappe et ce qui nous rassure et nous tient à distance raisonnable de la folie, il faut le dire, c'est de constater en fait que nos congénères partagent très souvent une vision identique à celle que nous percevons. Mais pour autant, je vous invite à prendre conscience d'un principe fondamental qui est que notre réalité n'est absolument pas celle des autres. Et que votre collègue qui travaille sur le bureau d'à côté de vous et qui travaille dans le même processus que vous, eh ben, il voit le processus de façon très différente que la façon dont vous la voyez vous-même. Et ça, c'est le nœud de problème de toutes les situations et de toutes nos vies, en fait. C'est qu'on ne voit pas tous la même chose et notre réalité n'est pas celle de ceux des autres. Alors, notre culture, notre histoire est pléthore de biais cognitifs, nos a priori, nos états émotionnels colorent souvent notre perception des choses.
Et c'est la raison principale pour laquelle on ne voit pas tous le monde de la même façon. Et tout ça, ça nous rend myopes. Et sur les diapositives d'après, je vous partage là un florilège de tout ce qui nous rend myopes, voire de ce qui nous rend parfois même aveugles. Donc, je ne vais pas vous détailler ici chacun des items, mais prenez-en connaissance rapidement en un coup d'œil. Et ça joue tant sur notre capacité à analyser une situation que sur notre aptitude à interagir avec les autres. Et là, on voit très bien la vision cartésienne et le diktat de notre ego qui joue à plein. Et il ne faut pas s'auto-flageller, c'est purement humain, c'est instinctif. Et s'en affranchir, s'affranchir de tous ces biais, de toute cette myopie, demande un réel effort personnel sur soi. Et c'est ça le grand enseignement de la systémique. Et justement, tout le métier tout le jeu de notre métier de praticien expert des processus, c'est avant tout de s'accorder collectivement sur des regards qui sont convergents. Ramener à ce qui nous préoccupe tous, moi j'observe régulièrement dans mes interventions la prégnance de cette illusion technocratique qui consiste à croire qu'une cartographie bien faite décrit le réel. Bon, en fait, pas du tout. Et plus encore, de croire que parce qu'elle est bien faite, cette cartographie, tout à chacun dans l'entreprise exécutera parfaitement le mode de fonctionnement qui est décrit, parce que ça s'impose comme une évidence, bien sûr, puisque c'est bien fait. Mais en fait, la vraie vie, elle est bien différente, vous le savez tout aussi bien que moi. Alors pourquoi on se berce de cette illusion-là? Si vous m'avez bien suivi depuis tout à l'heure, je pense que vous avez un élément de réponse. L'élément de réponse, c'est que la réalité, comme nous l'enseigne la physique fondamentale et comme nous l'enseigne la systémique, la réalité est elle-même relative et on ne la partage pas toujours. Alors, ce qui est important, ce n'est pas de se bercer de l'illusion du réel, ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est de partager collectivement le concret, d'agir ensemble. Ce qui est important, ce n'est pas de décrire une cartographie de processus. L'important, c'est d'agir de façon coordonnée et coopérante au sein de nos processus. Et c'est précisément sur ce point-là qu'interviennent les super pouvoirs de la systémique. Tu peux passer à la diapositive d'après. Alors, super pouvoir de la systémique, c'est abandonner la vision résolution de problèmes. C'est arrêter de regarder dans le rétroviseur pour regarder devant, pour chausser un macroscope, celui qui va guider le chemin qui va nous mener sur notre avenir meilleur. Et en disant ça, je suis à peu près persuadé que les qualiticiens qui m'écoutent vont apprécier la banderie, mais vraiment, j'assume, il faut arrêter la résolution de problèmes. En somme, la systémique, elle nous invite à penser d'abord la finalité de l'action, de travailler sur les interactions, d'accepter que le regard de l'autre puisse être recevable, et ce, même si l'on n'est pas d'accord. Et j'aurais même tendance à dire, surtout si l'on n'est pas d'accord, car c'est précisément dans les divergences de points de vue que se trouve l'intelligence collective véritable. Et puis, c'est aussi s'engager rapidement dans l'action, c'est accepter l'incertitude, c'est transformer l'incertitude en jalon de certitude contrôlable, maîtrisable. C'est penser la régulation plutôt que penser le contrôle. C'est avoir conscience que on va apprendre en marchant et que ce n'est pas grave si de temps en temps on fait un pas de côté. En somme, et là je fais un petit clin d'œil à Stéphane Lemercier et à nos amis agilistes, les agilistes sont tous des systémiciens. Et par contre, tu peux passer au transparent d'après, ça demande un changement de posture radical et qui n'est pas forcément évident de s'engager dans la systémique. Comme le disait tout à l'heure Jean-François, il ne suffit pas de se décréter systémicien pour être un véritable praticien de la systémique. Parce que ce que vous avez là sous les yeux, c'est excessivement difficile à mettre en œuvre au quotidien, en permanence, en toute situation. Mais je vous assure que si vous y arrivez, ça va changer votre vie. En tout cas, moi, ça a changé la mienne.
Et voilà, avant de terminer, je vais vous quitter parce que je vous dois une réponse avant de vous quitter. Qu'est-ce qu'aurait fait ce manager systémicien? Eh bien, en tout cas, si j'avais dû intervenir sur cette situation, voici ce que j'aurais fait. Ma première réaction aurait été de réunir les membres de l'équipe et de les laisser librement s'exprimer en me gardant bien d'analyser avec eux les raisons de leurs difficultés. On ne va pas chercher la résolution de problèmes. L'important, c'est dans un premier temps, c'est de laisser la parole s'exprimer. Et ensuite, habilement, de les projeter dans leur avenir proche, de les inviter à réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et comment on veut améliorer la situation ensemble, vers où on veut aller collectivement. Et ça, c'est la question centrale, la question qui va tout articuler et qui fait la différence. Et ensuite, d'interroger l'équipe sur les objectifs qu'elle-même, sur lesquels elle souhaite elle-même s'engager. Et puis, une fois que l'équipe a défini par elle-même ses propres objectifs d'amélioration, de les faire travailler sur comment mettre en action concrètement. Et puis, au passage, aussi de les faire réfléchir sur quels vont être les impacts collatéraux des actions qu'on va engager sur d'autres acteurs ou sur d'autres processus de l'organisation, penser les interactions. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on aura déjà bien travaillé, d'acter l'engagement volontaire pris par l'équipe collectivement. Vraiment, c'est un acte managérial fort que de demander à chacun et à l'équipe de s'engager. Et puis, une fois qu'on s'est engagé, on se lance dans l'action. Et puis, régulièrement, à une fréquence convenue entre nous, on va constater les résultats, voir ce qu'on a fait bien et ce qu'on a fait moins bien, et voir si on est sur la bonne trajectoire. Et puis, petite touche finale que je suggère, c'est à la fin d'organiser un retour d'expérience pour, célébrer les progrès, célébrons les progrès et cultivons cette vision optimiste des choses. Et puis deux, s'il y a lieu, si c'est nécessaire, de décider ensemble des ajustements. Donc, voici ce qu'aurait fait un manager systémicien pour résoudre les problèmes de non-respect des délais de réalisation avec ses équipes. Je vous laisse avec cette proposition-là. Merci à tous de m'avoir écouté. Bravo Fabrice. On va donner la parole à du vécu sur un cas précis. Ok, donc j'arrête le partage. Est-ce que François prend la main? François, tu peux envoyer ton PowerPoint toi-même? Oui, je suis en train. Est-ce que là, vous le voyez? Oui, pour moi. Oui. Bon. Oui. Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, on s'est partagé les rôles entre Jean-François, Fabrice et moi pour donner 3 éclairages différents sur la systémique. Et mon rôle, c'est de montrer sur une illustration concrète qui est en fait le système de santé. Donc, déjà, dans le système de santé, il y a système. Et puis, dans santé, il y a beaucoup de choses qui nous concernent tous. Et donc, par exemple, si je vous parle les hôpitaux sont tous bloqués parce que carrément on ferme les urgences tellement il y a des problèmes. Si je vous parle de la crise sanitaire où on a vu à quel point tout ce que nous avons pourtant organisé avec des investissements énormes n'a absolument pas fonctionné pendant un certain temps, où il a fallu tout changer et tout passer en solution dégradée. Et puis, si on voit encore tous les problèmes qu'on voit autour de nous, on sait que le système de santé, il y a des choses à faire et il y a même urgence. Alors, on a voulu prendre ici un exemple éclairant, c'est la e-santé. La santé doit réussir sa transformation, en particulier sa transformation numérique. C'est le cas d'un peu tous les secteurs. Hein. Tous les secteurs se sont transformés ces derniers temps en utilisant tout le potentiel du digital. La santé, moins que les autres, parce qu'elle est freinée par tout un ensemble de choses. En particulier, dans plein de secteurs, il y a le big data et l'IA qui sont en train de tout changer.
Or, le problème dans la santé, c'est que les données sont tellement d'une qualité inférieure à ce qu'on a dans l'automobile, la chimie, le nucléaire, l'alimentaire, la grande distribution, qu'en fait, on n'a pas assez de data pour faire de l'IA et on a beaucoup de difficultés pour partager les data entre tous les acteurs de façon à agir. Le pire, c'est qu'on se rend compte aussi que le jour où on aura beaucoup de data, ce qui est en train d'arriver, ben, du coup, on se demandera comment arriver à traiter toutes ces data, ce qui sera un deuxième problème, on va en parler. Dans l'exposé que je vais vous faire, on va faire 2 zooms sur 2 grandes problématiques liées à l'utilisation des data et ce qui se passe derrière. D'une part, la détection des risques et la hiérarchisation des priorités. Vous savez, dans des secteurs vraiment industrialisés, vraiment organisés, ça fait longtemps que tout est normalisé, que les échanges entre les différentes entreprises d'un même écosystème se font et que du coup, quand on veut regarder quels sont les risques et les hiérarchiser, ben, il y a tout un ensemble de choses en place. Dans la santé, on va voir qu'on est loin, loin, loin de là. Et puis, l'autre zoom sur lequel on fera, c'est la prévention pour la population d'un territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une région où il y a des hôpitaux, où il y a les médecins de ville, les officines pharmaceutiques, etc., pour faire en sorte de bien prendre en charge la population de ce territoire. Vous imaginez toute la systémique qu'il peut y avoir derrière ça. Ça sera le deuxième zoom. On fera un petit zoom sur, du coup, quels principes doivent suivre les éditeurs de logiciels si on veut mettre en place une systémique intelligente, et puis quel contexte d'écosystème favorise la réussite, c'est-à-dire à quelles conditions, dans un écosystème comme la santé, on va pouvoir utiliser les théories qui avaient déjà beaucoup de pratiques de ce que nous a raconté Jean-François, et puis toutes les phrases de Fabrice qui ont suscité tellement de commentaires élogieux. En l'occurrence, vous savez que, par exemple, la santé a voulu s'organiser pour avoir un dossier médical personnalisé. Le DMP, pour la petite histoire, il y a beaucoup de gens qui l'appellent le dossier mal parti. En l'occurrence, ça fait 20 ans que c'est en échec. Il n'y a pas assez d'infos partagées entre le médecin, le pharmacien, etc. Il y a de la redondance des actes. On fait plusieurs fois la même radiologie. Et la honte qu'il y a dans le système de santé, c'est que plein d'échanges de données ne sont qu'en PDF et ne sont pas en data structurée comme c'est dans tous les autres secteurs. Et c'est seulement quand c'est en data structurée, bien évidemment, qu'on peut optimiser les choses. Donc, malgré des investissements phénoménaux en informatisation de la santé, en fait, on voit tous les acteurs de santé se plaindre, des temps de saisie de fou dans les logiciels, une utilité totalement discutable de passer du temps à remplir toutes ces données. Et puis, dans le secteur sur lequel je vais faire un zoom à la slide d'après, c'est toujours quelque chose qui fait un peu peur, mais sachez qu'il y a 10 fois plus d'erreurs médicales provoquant un décès en France que d'accidents de la route. C'est-à-dire, il y a de 10 000 à 30 000 décès par an qui sont dus à une erreur. Si on avait eu les informations pour mieux traiter le patient, il ne serait pas décédé. Au-delà de ces 30 000 décès, c'est 300 000 complications graves, genre une réhospitalisation à cause d'un problème lors de la première hospitalisation. C'est ce qu'on appelle la iatrogénie. En grec, ça veut dire la maladie donnée par le médecin. C'est chaque fois qu'il y a une prescription d'un acteur de santé qui fait du mal au lieu de faire du bien à un acteur. Eh bien ça, c'est le lot commun de toujours. 2 petits autres zooms sur le contexte pour vous éclairer sur les problématiques en santé. Pendant la crise sanitaire, on a pu voir à quel point on a été dans l'incapacité de savoir où il y avait des lits, où il y avait des masques. La logistique est tellement moins bien gérée dans la santé que dans les autres secteurs, qu'au moment où il y a une crise, on est vraiment en grande difficulté pour gérer les choses. On a eu des difficultés énormes à établir des statistiques de suivi pour alimenter le pilotage de la crise. Donc, la crise, il a vraiment fallu tout mettre en œuvre pour créer des systèmes qui n'existaient pas pour arriver à fonctionner. Il y a eu un échec majeur de solutions digitales commanditées par l'État. C'est des petits jeunes dans leur lit qui ont fait des applications digitales bien meilleures que celles qui ont été commanditées par l'État et qui finalement ont été mises en place par l'État à la place des trucs très chers qu'ils avaient créés. Donc, on a montré notre inexpérience sur le fait de faire ça.
Et puis enfin, on a toujours ce chaos informatique, le manque d'interopérabilité, le cloisonnement généralisé qu'on a partout. Et maintenant que la crise sanitaire est un petit peu moins sur notre dos, quoique, on voit bien que la crise continue. Il y a la saturation des urgences et la fermeture même des urgences, tellement elles sont saturées. Il y a les déserts médicaux qui sont un problème de systémique par nature. La pénurie des vocations, les gens qui sont dégoûtés du boulot dans lequel ils sont. Donc, la santé, il y a une vraie problématique et, bien évidemment, vous sentez tous les éléments de systémique qu'il peut y avoir derrière. Alors, je vous parle à la fois en tant qu'acteur enthousiaste de France Processus, en tant qu'associé de Digilance, qui est un cabinet conseil en transformation spécialement en santé, et puis patron de KinTurtle, un éditeur de logiciels qui essaie de révolutionner la santé. En l'occurrence, chez Digilance, on a fait cette slide qui est un peu éclairante sur le fait de dire on part de la situation à gauche, c'est-à-dire dans la santé, il y a un manque d'interopérabilité entre les différents logiciels que l'on utilise. Donc, non seulement entre l'hôpital, le laboratoire pharmaceutique, le distributeur, l'officine, tout ça, ça a des systèmes informatiques qui ont un mal fou à se parler. Mais même quand on regarde, par exemple, à l'intérieur de l'hôpital, il va y avoir des logiciels, un pour le pharmacien, un pour tel service médical, etc., qui se parlent très peu. Et donc, on a vraiment le problème qui se trouve à gauche, que les datas, là, les petits deltas qui refigurent des datas, n'arrivent pas à passer facilement d'un système à l'autre. Et de toute façon, même quand elles passent, comme elles ne sont pas dans les mêmes formats et pas structurées de la même façon, il y a un mal fou à les partager et à en tirer des leçons. Donc, on est à l'opposé total de la situation en haut à droite. En haut à droite, c'est le but, c'est ce qu'on veut absolument faire. Si on faisait vraiment de la systémique en santé, on arriverait à ça. C'est en fait que le parcours du patient, qui est l'équivalent de l'expérience client pour les férus de processus, en l'occurrence, les datas seraient une et une seule, rentrées une seule fois, utilisables partout, etc. Et on aurait une continuité, et puis les différents écosystèmes utiliseraient ces datas en jaune, en brun et en vert, mais il y aurait un vrai système partagé de data. En fait, il est hors de question actuellement dans la santé d'arriver à faire ça. On est à des années-lumière de ça. Et par exemple, dans les solutions que j'ai pu mettre en œuvre en KinTurtle, on est passé par le système en bas à droite, c'est-à-dire en fait le fait de dire, tant pis, puisque les logiciels mettront encore 10 ans à être interopérables, je pense que c'est le chiffre, eh bien, faisons un système qui va être parfait qui va utiliser les standards de données, les formats tels qu'ils doivent être normalisés dans le monde. Il y a des standards pour absolument toutes les données, il suffit de les utiliser. Et puis, faisons des traductions entre ce qui est utilisé dans chacun des logiciels et ces standards de données pour que les mêmes algorithmes puissent servir n'importe où, dans n'importe quel hôpital, entre ville et hôpital, etc. Et donc, pour arriver un jour à la situation idéale qui est en haut à droite, eh bien, il faut passer par la solution en bas à droite. Vous voyez un peu toutes les logiques à la fois de processus et de systémique qu'on a mis derrière tout ça pour arriver à dire les données doivent être partagées, les gens doivent travailler sur des choses homogènes, etc. Justement, le logiciel que nous avons fait dans ma startup qui s'appelle KinTurtle, il a réalisé la systémique qui est sur ce schéma. Donc, je vais vous le décrire rapidement puisque ça va être une application concrète. En l'occurrence, nous attaquons justement la problématique il y a énormément d'erreurs médicales parce que, il n'y a pas assez de data partagée entre tout le monde, donc ce qui est disponible pourtant quelque part dans un logiciel ne va pas être utilisé par un autre acteur et donc on ne va pas pouvoir prendre les bonnes décisions. Du coup, quand la partie orange n'est pas géniale, on n'a pas assez de data, on a un problème dans la partie verte qui est comment on va faire en sorte d'avoir des algorithmes qui, en prenant les datas, vont déduire des choses. En l'occurrence, pour éviter les erreurs médicales, une première chose, c'est de dire si je prends tel médicament, et que j'ai telle analyse biologique qui dit que dans mon sang, il y a telle ou telle chose ou que j'ai telle ou telle caractéristique, eh bien, il faudrait être alerté à chaque fois qu'il y a une incompatibilité entre ce que je prends dans mes prescriptions de médicaments et ce que j'ai comme caractéristique, moi, individu.
Et donc, c'est des algorithmes qu'il faut pouvoir faire pour faire ça dans la partie verte du schéma. Et en l'occurrence, nous avons fait un logiciel où on fait en sorte que les datas, on aille les chercher et on les transpose dans les standards. Donc, vision systémique de j'ai un seul standard, un seul format, une structuration de données qui peut être partagée par tout le monde. Derrière, du coup, je peux utiliser des algorithmes qui sont les mêmes dans n'importe quel hôpital, à la ville et l'hôpital, etc., pour alerter quand il y a un problème. Et donc, derrière, partie bleue, j'arrive à mettre ça sur le terrain et donc faire en sorte que les pharmaciens, les médecins aient des alertes vraiment utiles sur le terrain. Pourquoi c'est si systémique que ça? D'abord, parce que vous imaginez que chacune des couleurs a besoin d'une systémique. Les datas, il va falloir arriver à ce que les données des laboratoires de biologie, les données utilisées dans les officines où ils vont avoir toute la logistique pour avoir les médicaments, les données qui sont utilisées dans les labos pharma, dans les hôpitaux, etc. Tout ça, ça arrive à faire un écosystème orange qui va fonctionner. C'est une première systémique qu'il faut faire. Deuxième systémique, c'est mine de rien, quelles sont les règles que je vais utiliser pour être alerté lorsqu'il y a un problème, et donc comment je fais que la science puisse être organisée. Donc là, il y a toute une logique scientifique à mettre en œuvre. Et puis enfin, derrière, la systémique à mettre sur le terrain. Dans l'hôpital, par exemple, il n'y a pas qu'un logiciel qui fait une chose, il y a en général 200 logiciels dans un hôpital, et il va falloir qu'ils fonctionnent ensemble, et puis plein d'acteurs terrain qui vont devoir fonctionner ensemble. Donc, toute cette systémique qui doit être faite partout. Alors, est-ce que, là, je vous donnais l'exemple du logiciel que nous avons fait chez Kinturtle, qui s'appelle PharmaClass, mais prenons un petit peu de hauteur et parlons-en d'une manière générale. Sachez qu'il y a eu une transformation en santé absolument majeure qui s'est faite les 3 dernières années. Au début du précédent quinquennat, il a été décidé de mettre en place des binômes pour travailler sur comment faire évoluer le système de santé. Et un binôme était spécialement sur le numérique en santé, avec Dominique Pont et Anne-Laure Coury, en l'occurrence, quelqu'un de la CNAM et quelqu'un qui, à ce moment-là, était patron d'hôpital et qui, du coup, est devenu directeur au ministère. Et il y a eu une systémique énorme qui a été créée autour de comment faire en sorte que d'un côté, on impose des socles absolument standards partout en France. Et là, vous voyez, c'est la partie basse de la petite maison ici. C'est des éléments qui sont obligatoires pour tous les logiciels pour être en phase avec une messagerie de santé qui fonctionne pareil partout, bientôt la e-prescription, le DMP qui est devenu mon espace santé récemment, et tout un ensemble de socles avec des données qui sont communes. Et dès lors que ça, c'est un peu comme l'urbanisation d'une ville, dès lors que j'ai décidé de faire un lotissement où j'amène l'électricité, où j'amène le téléphone, où j'amène l'eau, etc., les égouts, tant qu'on y est aussi, eh bien, je peux à ce moment-là construire, et là, c'est des entreprises privées qui peuvent faire les bouquets de services pour, d'un côté, les professionnels de santé, pour l'autre côté, le patient lui-même, avec mon espace santé qui a été lancé récemment, et puis enfin le Health Data Hub pour arriver à faire de la recherche avec toutes ces données. Eh bien, c'est quelque chose d'absolument exemplaire. Moi, je suis passionné sur ce sujet, comme vous pouvez peut-être le sentir à ma voix, depuis maintenant 20 ans. Et en fait, on était beaucoup à attendre qu'enfin il se passe quelque chose au niveau national pour qu'on ait cette possibilité de structurer cette chose-là. Et cette chose-là a été faite. Derrière, il y a tout un ensemble de dynamiques qui ont été mises en œuvre et qui vont être mises en œuvre dans les années qui viennent. La Fédération hospitalière de France, en particulier, a lancé une systémique incroyable qui s'appelle la responsabilité populationnelle. C'est quelque chose qui marche déjà depuis des années aux USA et au Canada et qui est en train d'être mis au goût du jour en France, où en fait, au lieu d'être toujours centré sur « j'ai un médecin face à un patient », et c'est ça, avant tout, le système de santé. C'est au contraire de prendre vraiment de la hauteur et de se dire, voilà, j'ai en fait ma population sur un territoire, elle est en 4 niveaux. Le 4e niveau en haut, c'est quand mon patient il a un tel problème qu'il est hospitalisé. Mais j'ai en dessous celui qui est en maladie chronique, celui en dessous, celui qui est malade, et puis en dessous, celui qui va très bien. Et en fait, au lieu de mettre beaucoup d'argent dans le 4e niveau, les États qui ont fait vraiment une belle progression ces dernières années font le raisonnement, l'argent, je dois le mettre pour que quand on est au niveau 1, on ne passe pas au niveau 2.
Quand on est au niveau 2, on ne passe pas au niveau 3. Quand on est au niveau 3, on ne passe pas au niveau 4. C'est du beau systémique, ça. Et en l'occurrence, il y a des méthodes pour faire ça qui sont en train d'être déployées. La FHF a fait 5 pilotes déjà depuis 3 ans et c'est maintenant un système qui va être déployé de façon générale. Au-delà, il y a une structure qui s'est montée qui s'appelle la filière santé numérique qui donc s'est lancée autour du fait de répliquer ce qui a été fait dans cette responsabilité populationnelle et aussi de prendre tout ce qui a été financé par les plans de relance ces dernières années et par les grands plans PIA qui se passaient depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, c'est tous les secteurs que vous voyez sur la carte de France, là où il y a eu des trucs majeurs qui ont été testés. On est en train de prendre tous les exemples de ça dans la filière santé numérique de façon à généraliser et dire quel devrait être le système de santé de demain. Et donc, prendre les choses vraiment, alors dans un systémique totalement général, puisqu'il y a le systémique des data avec quelles données il va falloir partager et comment on peut le faire. Mais il y a aussi comment faire le ville-hôpital, comment faire que les différents acteurs de la ville, le médecin, le pharmacien, l'infirmière, les différents soignants peuvent fonctionner ensemble. Et donc, toute cette systémique est en train de se structurer pour décider de placer l'argent complètement différemment dans l'avenir. Il n'était pas spécialement connu qu'il y avait eu quelque chose d'aussi exemplaire qui avait été fait ces 3 dernières années. Je dois dire que moi-même, j'ai rarement vu une politique publique être d'une efficacité pareille. Pour la petite histoire, ce Ma Santé 2022 avait des jalons tous les 6 mois avec des réussites vraiment majeures à obtenir chaque 6 mois. Il n'y a pas eu un retard sur un jalon, je n'ai jamais vu ça. Donc, la petite maison là, de Dominique Pont, qui est le schéma que je vous ai montré ici, est maintenant en grande partie en place et on est en train de travailler sur les bouquets de services qui sont autour de ça. Et donc, d'un point de vue systémique, quel est le message majeur? Eh bien, si on veut transformer un secteur comme la santé, il faut avoir un langage commun, donc à la fois une interopérabilité sémantique et syntaxique pour que à la fois les données soient utilisables partout, partageables et que les idées soient portables. Ensuite, il faut que les technologies puissent être mises en œuvre de façon commune dans l'ensemble du système. Et donc, il faut tenir compte des besoins de chacun et de la systémique entre les acteurs pour mettre en place les bonnes automatisations. Et ensuite, eh bien, il faut forcément, et soyons bien clairs, une régulation qui soit faite de l'écosystème. Et donc, ça ne peut pas marcher. Alors, dans la santé, sans un ministère et une sécurité sociale qui prennent les bonnes décisions pour imposer ce qui doit être dans le système et faire fonctionner. C'est ce qui s'est passé enfin, on l'attendait depuis longtemps, et qui est en train de se faire. Et c'est vrai que cette politique exemplaire, où il y a eu en fait une contrainte, c'est-à-dire enfin le ministère a imposé aux éditeurs de logiciels un certain nombre de choses, mais il y a eu aussi les financements pour que les éditeurs puissent faire effectivement cette normalisation de leur manière de fonctionner. Derrière, dès lors qu'on faisait cette contrainte nationale, libéralisation pour les startups et les éditeurs, parce qu'en fait, on les obligeait à être compliant, mais derrière, on les libérait pour pouvoir amener de l'innovation. Et tout ça a été pensé de façon urbanisée, extrêmement systémique. Voilà l'illustration qu'on avait envie de vous donner en complément des éléments qu'il y avait avant, juste pour essayer de dire, même pour quelque chose d'aussi complexe que le système de santé, les logiques de systémique, quand elles sont vraiment appliquées, eh bien, il y a un résultat majeur qui peut être attendu. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite.